Et bienvenue à tous pour ce nouvel épisode, nouveau format du podcast No Rules, qui va plus s'appeler No Rules pour ce format, mais plutôt ça part en live. Ça part en live, pourquoi? Parce qu'on va élever un peu les débats, on va élever un peu les sujets autour du coaching, du dev perso, de l'entrepreneuriat, et on va faire un petit peu un nouveau format. Cette fois-ci, on ne sera pas que deux, je ne serai pas seul non plus, mais on sera au moins trois, avec des intervenants experts. Et je suis ravi d'accueillir Loïc Salvado et Théophile Laroussini pour ce nouvel épisode, ce premier épisode. Ils sont là, ils sont beaux, ils vont se présenter bien sûr. Un sujet brûlant qu'on va attaquer tous les trois avec sincérité, spontanéité, authenticité, sans filtre, en live, le coaching versus la thérapie. Et ouais les amis, c'est un sujet qui intéresse tout le monde, surtout les coachs et les clients aussi des coachs qui savent pas trop savoir entre coaching, thérapie, qu'est-ce que je prends. Donc on va s'attaquer à ce sujet avec ce nouveau format. Mais avant de démarrer, je vais vous laisser vous présenter. Théophile, Loïc. Théophile, tu veux commencer? Ouais, vas-y, je commence. Merci beaucoup Allez. Cédric pour l'invitation déjà, c'est vraiment cool de se retrouver tous les 2 et tous les 3 avec Loïc aussi, puisqu'on se connaît bien, chacun, enfin on s'est jamais vus ensemble tous les 3, mais moi je connais bien Loïc et je connais bien Cédric aussi. Tu m'avais déjà invité dans un autre épisode, donc c'est un plaisir d'être de retour pour ce nouveau format et c'est un sujet en plus qui est hyper, intéressant, qui intéresse beaucoup les coachs parce qu'ils peuvent être confrontés assez souvent, à ce rapport, tu vois? Et à cette comparaison, que ce soit par des psychologues qui les rabaissent un petit peu, ça arrive, mais moi j'ai aucun problème avec les psychologues, j'aime beaucoup les psychologues. Ou auprès de clients qui comprennent pas trop la différence, en fait, et qui se disent: «Bon, bah, en fait, le coaching, c'est comme de la thérapie, c'est pas pareil» et donc c'est un vrai intérêt, donc c'est un super sujet et du coup, bravo, de l'avoir bien trouvé, c'est hyper intéressant et du coup, juste pour le disclaimer, du coup, moi, je suis pas psychologue, par contre, donc je vais me présenter juste après, mais je suis pas psychologue, donc évidemment, tout ce que je dirais sur la psychologie, c'est attention, voilà, c'est j'ai des connaissances en psychologie, mais je suis pas psychologue pour autant. Après, je ferai attention à pas dire, n'importe quoi et à sourcer un petit peu ce que je raconte, évidemment et sinon, pour me présenter très vite, je suis, dirigeant d'une entreprise de formation coaching, Link Up Coaching, donc on forme des coachs, tout simplement et récemment, on a lancé un nouveau produit un SaaS, donc c'est une plateforme, un outil tout en un qui permet de gérer son activité quand on est coach. Voilà, et je pense que c'est assez pour la présentation. Du coup, vas-y Luc, je t'en prie. Yes. Bah, merci Cédric pour l'invitation. Ravi Théo de te retrouver aujourd'hui. Alors moi je suis Loïc, je suis coach à NCP7. Je suis aussi maître praticien et formateur en PNL, certifié par Richard Bandler. Et je suis en train de monter un centre de formation alternatif au coaching et à la PNL pour les solopreneurs. Et c'est pareil, je forme les coachs aussi à la thérapie brève avec la PNL. Donc j'ai la double casquette, je reçois des clients aussi bien en coaching qu'en thérapie en fonction des demandes et de qui me les envoie. Donc en effet, c'est un vrai sujet que je rencontre chez les coachs. Où est-ce que coaching, où est-ce que thérapie, sachant que bah, par rapport au TCC, aux thérapies cognitivo-comportementales, c'est aussi le même socle de connaissances, les mêmes bagages, les mêmes origines. Donc c'est vrai que c'est quand même deux lointains, enfin deux cousins très proches même. Et c'est souvent très difficile pour les coachs de se dire où est-ce que je pose ma limite. Et donc, merci pour l'invitation. C'est vraiment hyper intéressant d'en parler avec vous deux. Super, merci les gars. Là, on voit qu'il y a du lourd, hein, on voit qu'il y a deux connaisseurs, c'est super intéressant. Vous avez déjà posé un petit peu les bases du sujet. Précision qui est importante à faire et Théophile, tu l'as engagé. Évidemment, on n'est pas à 100% thérapeute. Loïc, tu es un petit peu quand même sur cette partie-là, donc tu pourras quand même un peu défendre les thérapeutes. Non, je plaisante, ce ne sera pas à charge. Et comme on est coach, évidemment, on va surtout bien démontrer ce qu'est pour nous le coaching. Ça ne veut pas dire qu'on est contre la thérapie, loin de là. Au contraire, on va essayer d'apporter notre connaissance, notre touche, pardon, mais c'est surtout pour essayer de différencier les deux. C'est surtout pour ça qu'on fait cet épisode, et c'est surtout pour ça que ça va être super cool. Messieurs, je vous pose la première question. On va commencer très simple. C'est quoi pour vous la différence fondamentale entre le coaching et la thérapie? Faut que tu nous dises qui commence. Allez, Théophile, vas-y. Pourquoi ça? Vas-y, je Je vais commence. faire le Allez, rôle c'est de parti. l'animateur. Je pense, bah, si je dois en choisir une seule, c'est que un psychologue, il est en capacité en tout cas de traiter des pathologies. Donc, une pathologie, c'est une forme aiguë de la survenance de syndrome. Donc, par exemple, si tu es stressé, c'est OK. Mais le stress, s'il devient trop chronique, et cetera, ça peut devenir de l'anxiété chronique. Et là, on est dans quelque chose qui est de l'ordre du pathologique, qui peut être donc soigné. Et dans ce cas-là, je pense que c'est clair et net que c'est le psychologue, voire le psychiatre, après, si tu vas encore plus loin, tu vois, Mhm. qui doit s'en charger, et pas le coach, qui a pas de capacité d'accompagnement médical, voilà, qui a pas cette capacité.
par sa formation, etc., et dont c'est pas le rôle. Voilà. Donc, si je devais choisir une seule différence, positivement pour la psychologie, ce serait l'idée que, en effet, dès qu'on rentre dans l'ordre du pathologique, c'est plus le domaine du coaching. Et si on accompagne sur ce sujet, hein, tu peux accompagner un anxieux chronique sur un sujet complètement différent. Il y a pas de, en tant que coach, il n'y a pas de problème. Mais si tu accompagnes sur le stress, bah, si on est sur quelque chose de chronique et de pathologique, c'est la thérapie. Et ensuite, au niveau, ce qui différencierait le coaching, je dirais, de la psychologie, c'est le côté atteinte d'un objectif clair, précis, placé dans le temps, avec une temporalité qui est finie, tu vois. Mm. Après, on pourra me rétorquer, oui, mais les thérapies brèves, machin, ok, on rentrera dans les détails plus tard. Mais en effet, voilà, je pense que dans un cas, tu vois, business, par exemple, un leader qui veut développer son leadership, parce qu'il est en prise de poste et qu'il a besoin de travailler son discours auprès de ses équipes et son positionnement, tu vois, je pense que le coaching est bien plus indiqué que la thérapie, parce que ce sera beaucoup plus orienté solution, résolution de problèmes. Et, et beaucoup moins investigation un peu profonde, etc. Et on est sur un résultat, voilà, qu'on va aller chercher, entre guillemets, rapidement sur un nombre donné de séances. Et là, c'est plus coaching pour moi, voilà, si je devais faire la différence en quelques phrases. Super. Merci à Théophile, c'est très clair, hein, vraiment le côté. Ce sera intéressant après d'aller voir la différence que l'on fait chacun, mais je vais laisser parler Loïc sur Mm. psychologue, psychiatre ou tout autre, enfin thérapeute, etc. Parce que même là, il y a des nuances et même là, parfois, on s'y perd un petit peu. Ok, d'un côté pathologie, de l'autre orienté solution, résolution de problèmes avec une temporalité, c'est très intéressant. Toi, Loïc, quelle distinction tu fais entre les deux? C'est une bonne question. C'est vrai que de mon côté, je mixe beaucoup comme mon socle de base, c'est le Mm. coaching, mais que derrière ce que je fais, c'est de la thérapie brève aussi. Hmm. C'est vrai que ça se mélange un petit peu et je trouve hyper intéressant justement d'amener la question où situent les limites de l'une et de l'autre des deux casquettes. Parce que, premier truc déjà par rapport au coaching, c'est que, bah, comme disait Théophile, c'est vraiment orienté objectif, atteinte d'un résultat. Pour moi, la thérapie, ça arrive quand la stabilité de la personne ne permet pas l'atteinte de l'objectif, quand elle constitue un Mm. blocage, un frein à l'atteinte de son objectif. Qu'est-ce qui fait dans ses peurs, dans ses freins, dans ses pathologies, dans ses anxiétés que la personne ne se sent pas capable de l'atteindre et ne se met pas en mouvement? Parfois ben, ça va être un véritable frein déjà au bon déroulé de la séance, mais aussi potentiellement ensuite à l'atteinte de l'objectif. À ce moment-là, c'est intéressant de se dire, OK, c'est peut-être pas de coaching dont tu as besoin. Et à l'inverse, j'ai des psychologues qui m'envoient leurs clients quand, par exemple, ben, c'est bon, on a fait le tour, maintenant on a besoin qu'ils se remettent à l'action. Le coaching serait plus indiqué. Et donc, à ce moment-là, les deux processus sont très complémentaires. Le premier qui va travailler sur bah, l'état émotionnel, la stabilité émotionnelle de la personne pour faire en sorte que dans son quotidien, elle soit suffisamment bien pour pouvoir se mettre en mouvement. Donc, au-delà de l'orientation passé-futur, pour moi, c'est une histoire de Hmm. stabilité psychologique, émotionnelle de la personne qui va lui permettre justement de se sentir suffisamment en sécurité, suffisamment compétente, suffisamment capable pour atteindre son objectif. Ouais, j'aime bien la distinction que tu fais. C'est vrai qu'on a souvent tendance à distinguer le côté thérapie qui va soigner le passé et le côté coach qui va construire le futur. Toi, tu parles plutôt de stabilité psychologique, comme s'il devait d'abord y avoir une forme d'ancrage, de fondation, de quelque chose d'assez stable, comme tu le dis, pour pouvoir se mettre en mouvement. Et la mise en mouvement, c'est des termes qui reviennent beaucoup dans ce que vous dites, hein, le côté on avance, le côté objectif, le côté justement on passe à l'action. Euh, Comment, c'est quoi les différences est-ce que vous saurez faire la différence entre justement psychologue, psychiatre et thérapie brève pour ceux qui nous écoutent? Loïc, tu veux poursuivre? Euh, Bah, psychologue, c'est une forme d'hygiène de vie. C'est un suivi à long terme pour, alors, sauf les psychologues cliniciens qui font des TCC, où en principe c'est censé être bouclé en 8-10 séances. Maintenant, je vois en séance que j'ai des gens qui me disent je fais de la thérapie brève depuis 3-4 ans. Donc ça dépend aussi, je pense, comme dans le coaching, pour beaucoup des praticiens, en fait, la discipline ne fait pas la qualité de l'accompagnement, le diplôme ne fait pas la qualité de l'accompagnement. Il y a aussi une posture éthique et déontologique derrière qui vont être Hmm. nécessaires pour être sûr en fait que ce qu'on fait est utile. Mais pour moi, la psychologie, c'est à la fois bah, aller parler de son quotidien, de ses sujets du moment et regarder comment on peut défaire les nœuds petit à petit. Et puis, bah, s'il y a des zones de blocage, les débloquer en continu. Le psychiatre, c'est vraiment en cas de dépression sévère, en cas de pathologie grave, où à ce moment-là, on va aller chercher plutôt une aide médicale qui va pouvoir nous indiquer quelle molécule pourrait nous aider justement à se poser
pour justement prendre le temps de rebondir, de regagner un petit peu de stabilité pour ensuite pouvoir entamer un processus thérapeutique. Le psychiatre, pour moi, c'est quand le processus thérapeutique n'est pas encore possible parce que l'état de la personne est trop dégradé Mm. pour pouvoir accéder justement à une approche qui se baserait sur du rationnel, du cognitif. Et les thérapies brèves, c'est quand ben, finalement il y a un blocage plus important et que la personne en fait a tout essayé rationnellement, mais ça bloque. Et donc on va aller regarder ce qui se passe au niveau de l'inconscient pour aller amener des clés supplémentaires pour permettre ben, à une personne qui a une phobie sévère, par exemple du poids du regard des autres, qui a une phobie des transports, qui a une phobie des avions, comment on peut utiliser les schémas inconscients avec l'hypnose, la PNL ou même le MDR pour Mm. aller travailler à ce niveau-là et débloquer justement un nœud émotionnel qui ne peut pas, ou en tout cas que le rationnel ne suffit pas à venir débloquer. Ouais, très, Donc c'est très, à chaque fois un niveau de stabilité suffisante. La thérapie brève, il faut déjà que la personne soit déjà stable, mais qu'elle n'arrive pas à débloquer son problème rationnellement avec un processus de coaching ou avec des TCC parce que la première marche est trop importante. mm. On Yes. va Juste le pour ajouter un retrouver truc aussi dans sur... le cadre de certaines Vas-y, addictions. pardon. Ouais, bien sûr, vas-y, Théophile, rajoute, complète. Ouais, ouais, pour finir, parce que c'était très clair, sur psychologue et psychiatre, il y a aussi le côté simplement certif, quoi, tu vois, diplôme. Un Mm. psychologue, du coup, c'est concrètement, enfin, je le dis parce que c'est important pour les psychologues, souvent avec qui je parle, ils rappellent ça. Un psychologue, il a un master, du coup, de psychologie. Donc, en gros, être psychologue, ça veut dire quoi, concrètement, en termes de parcours, tu vois? Ça veut dire que tu as fait une licence, donc L1, L2, L3, et un master, M1, M2, de psychologie à l'université. Voilà, tout simplement. Et quand tu termines, tu as ton master de psychologie, tu es psychologue, et ça implique d'avoir fait aussi, c'est pas une alternance, tu vois, quand tu es en université en fac de psy, mais tu as des stages en fait, voilà, tu as des stages en M1 et M2 qui font que tu dois exercer le métier dans un environnement contrôlé, etc., évidemment. Et du coup, quand tu as ton master 2 de psychologie, bah, tu es officiellement psychologue. Voilà. Ensuite, tu peux te spécialiser, devenir, comme tu disais, Loïc, psychologue clinicien, etc., psychologue du travail. Il y a plein de possibilités, tu vois. Psychologue spécialité gérontologue, j'ai un ami qui fait ça par exemple. Enfin, il y a plein de possibilités. Tu vois, quand tu bosses en EHPAD par exemple, quand tu es psy, c'est une possibilité avec les enfants. Mais c'est un master de psy. Être psychiatre, tu fais un doctorat. Donc quand tu es psychiatre, tu es docteur. Voilà. Ce qui te permet de prescrire des médicaments. Et les psychologues n'ont pas le droit de te prescrire des médicaments. Donc tu le Mm. disais Loïc, tu vois, quand on est sur pas des dérèglements en fait, tu vois, psychiques majeurs qui peuvent être réglés, enfin qui peuvent être réglés uniquement ou pas, après ça je connais pas, je suis pas assez connaisseur pour le savoir, mais par de la prise médicamenteuse en fait pour régler ça. Donc quand tu es déprimé par exemple, tu as une dépression chronique, bah, il y a des médicaments qui te permettent en fait de régler cette solution. Et je pense si on prend des exemples de pop culture, tu vois, je sais pas si vous voyez un peu ce qui s'est passé avec Kanye West, pas récemment, parce que là il a complètement envoyé encore plus, mais il a des troubles bipolaires en fait connus, tu vois, et après Ok. c'est pas de la... Et je me rappelle qu'il y avait il y a un autre gars avec qui il avait eu un problème qui s'appelle Pete Davidson. Voilà, je rentre dans des trucs là, laissez Ah, c'est tomber. intéressant, Mais en vas-y. fait, il le clashait et il lui disait Kanye, tu penses que les médicaments t'empêchent d'être ton vrai toi? T'as tort. Prends tes médicaments, mec. T'es malade en fait. Prends les médicaments. Donc il y a un moment où, en effet, quand on a des problèmes psychiques et des dérèglements psychiques qui sont physiologiques, et voilà, il y a en effet une prise médicamenteuse qui peut être indiquée. Et c'est uniquement des psychiatres qui peuvent le faire et pas des psychologues. Voilà. Ouais, c'est C'est juste super. pour finir sur qui est quoi. C'est super intéressant, c'est très juste cette segmentation, cette séparation. Et effectivement, l'aspect médicamenteux est très présent chez les Mm. psychiatres, moins chez enfin, pas chez les psychologues. Il y a aussi l'aspect psychanalyse aussi qu'on n'a pas forcément été voir, mais c'est encore, selon Ça, moi, c'est un autre complètement sujet. autre Ouais, chose. ouais, ouais. C'est très décrit en ce moment d'ailleurs, mais peu importe, c'est Ça fait pas. longtemps, ouais. Ça fait un moment que c'est Depuis décrit, longtemps. ouais. Ouais. Mais c'est complètement différent, donc on va pas aller voir ce sujet-là. Mais comment quand on est du coup, une personne qui n'est pas issue du coaching ou de la psy, enfin qui est vraiment à part, parce que la plupart des personnes, comment est-ce qu'on sait choisir entre un coach ou un psy ou un thérapeute? Selon vous, imaginons quelqu'un qui vient vous voir et qui vous dit, voilà, moi ça va pas, mais je sais pas qui aller voir. Comment vous allez l'orienter de manière simple, avec un langage encore plus simple que ce qu'on peut faire là actuellement? Théophile? Tu veux y aller, Luc, ou moi je commence? Ok. Ouais, vas-y. Donc simplement, qu'est-ce que je dirais à la personne? Et après, peut-être que j'ai un peu sur aussi les similarités, parce que ça reste assez. Il y a des aspects très Bien sûr. similaires. Loïc qui parlait de TCC. Les TCC, c'est les thérapies cognitivo-comportementales, qui sont très centrées, enfin très axées solutions hein, pour le coup. Donc moi, je parlais de coaching un peu orienté solution, mais les TCC aussi,
t'as un problème de stress, bah, tu as peur de prendre l'avion, tu disais Loïc, tu vois, tu donnes des exemples peut-être concrets après, mais tu vas concrètement faire un travail de renforcement ou de visualisation qui te permet de te confronter à ta peur et voilà. Donc tu vas bosser des répétitions comportementales et des mouvements, etc., qui te permettent d'aller plus loin. Tu me dis si je me trompe, Loïc, mais il me semble que c'est ça les TCC. Et après, c'est assez prescriptif, parce qu'on n'est pas le coaching. Moi, je dirais d'abord, le plus important dans tout accompagnement, que ce soit du coaching ou ou de la psychologie, c'est la qualité de la relation que tu as avec l'accompagnant. Mm. Donc, il y a des objectifs qui vont te flécher 100% vers l'un ou 100% vers l'autre. Mais après, il y a toute une zone grise de flou qui est, je pense, aussi une question d'appréciation, d'appétence personnelle, etc. Tu vois. Est-ce que tu te sens à l'aise avec la personne que tu as face à toi? Est-ce que son mode de fonctionnement te correspond plus ou moins? Voilà, ça, c'est des choses qui sont personnelles et vis-à-vis desquelles c'est dur d'avoir une prescription. Pour le 100%, je dirais, si vraiment voilà, tu veux bosser sur l'atteinte d'un objectif d'ordre professionnel, par exemple, de manière concrète, en récoltant des ressources et en ayant une approche 100% non directive, donc où c'est toi qui vas cheminer et la personne va t'accompagner à le faire, c'est plus coaching. Si, donc ça, c'est 100% coaching et 100% psychologie, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est si tu as un problème pathologique, tu vois, avec, bah, je pense que ce que disait Loïc, c'était encore plus clair que ce que je proposais, avec l'idée d'une balance psychique, tu vois, si tu te sens, voilà, si tu sens qu'il y a un manque d'équilibre et que psychiquement, t'es aux abois, t'es vibrant un petit peu, voilà, tu es un peu mal à l'aise, etc. Avec un mal-être un petit peu, tu vois, diffus. Là, c'est plutôt psychologue, je pense, que coach, dans un premier temps, en tout cas. Tu vois, ça, c'est pour les cas à 100%. Après, pour la zone grise, vraiment, ouais, je pense que ça dépendra, parce qu'il y a il y a différents types de psychologues. Tu parles de psychanalyse, mais il y a des psychologues aussi qui ont une coloration, tu vois, psychanalytique parfois. Ça arrive qu'il y ait des psychologues qui fassent des analyses et qui sont inspirés par ça. Et ça, perso, c'est un truc qui me parle pas du tout, tu vois. Donc, si je prends mon exemple à moi, euh, les psys qui ont enfin, qui ont, tu vois, un côté un peu freudien ou pire ou jungien ou ce genre de truc, Mm. moi, c'est pas du tout ma tasse de thé. Après, il y a des gens à qui ça plaît, tu vois. Voilà. Donc, Ouais. ça dépend vraiment aussi de ton appétence et ce que tu veux, ce que tu attends de l'accompagnement. Coaching, bah, de la même manière, peut-être que si tu as juste envie d'avoir un espace où tu peux discuter sans avoir à atteindre un objectif en particulier, tu vois, le coaching, ça peut être perçu comme un peu chiant, quoi. C'est un peu, parce que quand tu es en coaching, tu es censé aller d'un point A à un point B, tu vois. Sinon, c'est pas du coaching. Et du coup, si t'as pas un objectif particulier, tu vois, à atteindre, mais que tu veux, tu vois, entre guillemets, au quotidien, bosser sur un mieux-être, tu vois, petit à petit, et que l'espace de la thérapie avec un psychologue t'aide à faire ça, et c'est un espace dans lequel tu peux aussi, tu vois, dégager un petit peu et un espèce de sas de décompression, tu vois, au quotidien, qui te permet de réfléchir à des situations que tu as vécues, à des problématiques que tu as vécues sur la période passée. Donc, si tu le vois toutes les 2 semaines, bah, les 2 semaines précédentes, par exemple, ça te permet d'aller enquêter, investiguer et d'avoir un espace un peu sain et serein dans lequel tu peux réfléchir à tout ça, sans forcément te dire, OK, je suis là pour atteindre un objectif, quoi. Non, c'est un espace un peu Mm. plus calme, cool, tranquille, tu vois, que le coaching qui sera plus orienté vraiment solution, encore une fois. Donc, ouais, je pense que ça dépend un peu de l'appétence personnelle et de ce qu'on cherche. Après, on peut en effet, on peut avoir des propos plus clairs et précis. Tu vois, j'ai fait pas mal de posts LinkedIn avec des arbres de décision et tout, en mode, Mm. voilà, si t'es dans telle situation, je te conseille plutôt coaching, sinon plutôt psychologie. Et c'est vraiment, ouais, je pense que le déterminant, c'est l'atteinte de l'objectif ou pas. Si tu as un objectif que tu dois atteindre, que tu veux atteindre, je pense que le coaching sera plus indiqué. Après, je veux pas me faire d'ennemis parmi les psychologues, mais c'est mon avis en tout cas sur la question. Et c'est aussi voilà, une question surtout, la plupart du temps, vous serez dans une zone grise. Donc faites-vous confiance à vous, voilà, en tant que personne qui cherche un accompagnement. Discutez avec les différents accompagnants, voyez leur manière d'être, leur manière d'accompagner, et choisissez ce qui vous convient le mieux en dehors des chapelles un peu disciplinaires, quoi. Voilà, je pense que c'est Mm. Ouais, ce que je j'aime pourrais dire bien là-dessus. tu as commencé par dire la qualité de la relation et j'aime beaucoup Mm, ce que tu évoques effectivement. Déjà, est-ce qu'on se sent à l'aise avec la personne avec qui on échange pour pouvoir mm, faire un bout de chemin parce que c'est un bout de chemin qu'on va entreprendre avec la personne. mm. Et je précise, hein, tout ce qu'on dit, c'est en l'état actuel de nos connaissances, hein. Donc, Oui, 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 évidemment, on complètement, ne ouais. connaît pas tout, c'est simplement en l'état actuel de nos expériences, connaissances et compétences. Toi, Loïc, comment tu conseillerais une personne entre ce multiple choix? Bah, avant de conseiller, j'aimerais bien comprendre finement le problème. Tu vois, déjà, quel est le Mm. problème? Ça, c'est le coach qui parle, tout de suite. C'est le Tout coach à qui fait, ouais. parle déjà. Qu'est-ce Complètement. qui fait qu'est-ce qui fait que tu es là? Et souvent, dans le problème, il y a déjà une partie de la solution. En général, la solution, au départ, elle tombe de j'aimerais bien ne plus avoir mon problème. Mm. Et à partir de là, de quoi tu as besoin?
pour ne plus avoir ce problème. Et en fonction du besoin racine, en fait, ben, on va pouvoir orienter plus finement, je pense, que ce soit du coaching. Parfois, c'est des personnes qui ne se sentent pas bien juste parce qu'elles n'ont pas les compétences, auquel cas, ça peut être intéressant d'aller sur du conseil ou de la formation, même, qui sont des approches Mm. complémentaires et qui ont autant de la valeur, qui ont autant de valeur dans certains contextes. De dire vraiment de quelle manière, sur une bonne compréhension de la problématique, de la non-demande, de la demande cachée potentiellement, surtout dans le cadre d'accompagnement tripartite, quand un manager vient nous voir pour nous dire j'aimerais bien que mon salarié ait plus de leadership. Mais le salarié, est-ce qu'il a besoin de plus de leadership? Est-ce qu'il en a envie? Comment il voit Mm. le truc? Est-ce que finalement il est à bonne place aussi? Et donc à partir de là, avant d'orienter, c'est bien comprendre bah, l'aspect environnemental du problème et de la personne avec son problème. Et de là, ensuite, c'est regarder un petit peu bah, de quoi a besoin la personne, sous quel délai aussi, parce qu'un processus de coaching versus une thérapie bref, c'est pas la même durée. Sur un accompagnement PNL, je sais que je suis entre une et deux séances, donc en 3 semaines, le problème il n'est plus là. Alors qu'en coaching, on va Mm. prendre le temps de le détricoter davantage, de compléter un petit peu la vision, d'orienter l'objectif, de se mettre en mouvement en direction de tout ça. Donc, c'est vraiment aussi en fonction de... Et il ne faut pas oublier qu'en tant que coach et thérapeute, on a aussi ben, des demandes des clients et qu'ils ont aussi des attentes quand ils viennent. Donc, aussi savoir poser ses limites. Est-ce que je sais faire? Est-ce que je ne sais pas faire? Est-ce que dans ces conditions-là, ben, je suis la personne la mieux indiquée? Et donc, c'est un petit peu tout ça qui va permettre de conditionner. Est-ce que ben, plutôt accompagnement thérapeutique? Plutôt en fonction de la stabilité, comme je disais tout à l'heure. Est-ce que le coaching est indiqué ou pas? Et sinon, à partir de là, ben, est-ce que tu as déjà échangé avec d'autres praticiens, avec d'autres accompagnants? Et au-delà de ça, par rapport à discuter avec des accompagnants, un petit peu, bah, comme tu disais, Théophile, il y a une zone grise entre la discipline et la personne qui la pratique. Et donc, Mm. est-ce que tu as déjà échangé avec des personnes qui se sont faites accompagner par cet accompagnant-là? Et je pense que c'est un point à pas négliger, surtout dans l'accompagnement humain, surtout dans un métier où on a vite fait d'avoir bah, une posture qui peut être inductive, qui peut induire justement des comportements, des résultats, de la reconnaissance de la gravité du problème. Donc c'est intéressant d'échanger aussi avec les clients qui sont passés par le praticien ou le professionnel en question, parce que potentiellement, ben, ça va nous permettre aussi d'affiner. Est-ce que bah, c'est la discipline? Est-ce que la discipline pratiquée par cette personne-là peut m'aider à résoudre mon problème? Ouais, quand je vous entends, il y a un mot qui vient là, qui me vient, avec tout ce que vous dites, c'est le côté clarté. C'est-à-dire que quand j'ai de la clarté et que je sais à peu près où je veux aller, mais que j'ai identifié l'obstacle qui m'empêche d'y aller, je ressens ce côté, ok, bah, peut-être c'est un coach qu'il faut que tu ailles voir, parce que tu sais où tu veux aller, il y a de la clarté, il y a une intention qui est claire et définie, mais tu vois aussi l'obstacle, on va t'aider à le surmonter. En absence de clarté, on tombe très vite dans de l'incertitude, dans du flou, dans de la détresse, et donc de la détresse psychique, et donc de la détresse émotionnelle. Et là, effectivement, peut-être qu'il y a des fondations, une stabilité à aller chercher. Et je trouve que c'est très pertinent ce que vous dites. Et il y a une question qui me vient, et je suis sûr que vous l'avez rencontré avec les coachs que vous accompagnez ou que vous formez, parce que moi je la vois souvent. Imaginons une personne qui commence un coaching, d'accord? Donc vous êtes dans un processus de coaching pour atteindre un objectif, orienter résultat, solution, etc. Tout ce qu'on a dit, avec cette espèce de clarté, je sais où je veux aller, mais j'ai un obstacle. Et pendant le coaching, tout d'un coup, il y a une détresse émotionnelle ou psychique qui apparaît chez le client. Parce qu'à un moment donné, dans le coaching, on va quand même aller voir aussi des éléments du passé, des éléments de la vie, parce qu'à un moment donné, on va faire appel à des ressources, à des souvenirs, et qu'il peut y avoir une détresse qui apparaît. En tout cas, elle peut être là, et je suis sûr que vous l'avez déjà rencontrée. Comment, et c'est la question que me posaient souvent les coachés quand j'étais formateur, comment est-ce qu'on fait à ce moment-là? Est-ce qu'on continue le processus de coaching? Est-ce qu'on renvoie la personne vers un psy, un thérapeute? Je suis très curieux d'avoir votre avis là-dessus. Loïc, tu veux commencer? Ouais, je veux bien. Bah, déjà par rapport à clarté, bah, c'est d'abord bah, le processus de clarification de la demande qu'on retrouve en coaching. C'est le premier étape. On va pas poser un objectif tant qu'on n'a pas bien clarifié la demande. Donc ça va faire partie c'est souvent l'étape la plus cruciale sur laquelle on va pas transiger. Que globalement, tant que l'objectif il est potentiellement au doigt mouillé, on risque de faire fausse direction, tu vois. Et à 1 degré d'écart au point de départ, bah, soit on atterrit sur la Lune, soit on atterrit sur Mars. Et c'est pas du tout la même chose. Donc d'abord, rajouter de la clarté si on en manque. Par rapport ensuite justement à cette phase de décompression, de détresse qu'on peut rencontrer à certains moments, on, conti-
enfin, de mon point de vue, on continue pas brutalement le processus de coaching comme ça sans avoir accueilli l'émotion, regarder un petit peu ce qu'elle a à nous dire, regarder si la personne se sent de continuer ou pas. Parfois, c'est une phase nécessaire à son apprentissage, c'est une phase de bascule. Ce qui est intéressant avec le coaching, c'est que justement, on va provoquer ces phases de légère dépression pour lui permettre de rebondir de manière sécurisée et accompagnée. Donc, ça fait aussi partie du processus. Si maintenant la personne n'est pas en mesure de rebondir, à ce moment-là, on va prendre un temps, on va accueillir justement ce qui vient et lui indiquer qu'on a mis le doigt sur quelque chose qui mériterait peut-être un accompagnement thérapeutique, si on n'est pas formé à la thérapie. Et en fonction, ensuite, réévaluer. Dans tous les cas, si on a un caillou qui est trop gros sur le chemin, un gros éboulement au milieu du chemin, avant de foncer dedans, on regarde, on déconstruit, on regarde si on peut le pousser, on regarde si on peut le pousser devant, en fait. Et c'est vraiment se dire, dans tous les cas, l'objectif, c'est une intention au départ. Mais les bons coachings, souvent, l'objectif qu'on obtient à la fin, il est souvent très éloigné de ce qu'on avait anticipé au départ, parce qu'en se mettant en mouvement successivement, on s'aperçoit que notre objectif, on pourrait vouloir plus grand. Ou alors, c'est pas le bon objectif, ou alors, c'était pas notre objectif. Et donc, c'est s'autoriser aussi à réévaluer l'objectif en cours de processus au fur et à mesure qu'il peut évoluer. Et si on s'aperçoit au milieu que l'objectif en l'état, il est trop douloureux pour la personne parce que potentiellement trop lié à un morceau d'histoire ou autre, à ce moment-là, décider en conscience en fonction de ses formations, si on redirige, ou à l'inverse, si on se sent d'accompagner la personne, mais se dire, attention, on a un nouvel élément à prendre en compte dans notre accompagnement, ça va peut-être avoir un impact sur l'objectif, ça va peut-être avoir un impact sur la manière dont on déroule les séances. En fait, au milieu de tout ça, comment on fait pour rester professionnel sans dégrader la relation? Et c'est vraiment ça, c'est la relation elle-même, en fait, qui va faire que même si à un moment on va dans des zones difficiles ou autres, hein, que le coaché, lui, reste toujours volontaire et engagé dans son processus. Yes, c'est super clair. Merci Loïc. J'aime beaucoup, encore une fois, la qualité de la relation, ça revient souvent et c'est très important. Théophile, toi, t'en penses quoi dans ce cas-là, vraiment, où, allez, Ouais, ouais, détresse bah, qui je apparaît, pense qu'est-ce qu'on fait, quoi? ouais, Loïc a bien évoqué tous les éléments et pour si je pouvais compléter ou ajouter quelque chose, je dirais que avant cette réflexion, je pense qu'il y a deux cas. Il y a le cas où toi tu parlais de détresse psychologique. Si on est face à une détresse psychologique qui est apparente, qui est sans équivoque, etc., on a une obligation éthique, évidemment, d'assistance à personne en danger, hein. Donc déjà, si la personne te dit qu'elle a des pensées suicidaires, bon là tu réfléchis pas, voilà. Tu rediriges, il y a aucune question. Par contre, la plupart du temps, c'est pas ça qui va se passer, évidemment. Et comme le disait Loïc, il y a une zone un peu une zone grise. Et là, je pense qu'il faut faire très attention parce qu'il y a deux pièges. Le premier piège, c'est le piège de la facilité où en fait, on tombe sur une difficulté. Et c'est des choses qui arrivent en coaching. Tu vois, tu le disais, Loïc, bah, parfois, voilà, on explore des choses et ça peut secouer la personne. C'est pas pour autant qu'il faut lui dire oula, ou t'es secoué, bon, va voir un psy, hein, moi je peux plus rien faire pour toi, tu vois. Ah non, t'es coach, t'es professionnel, tranquille, tu vois. Prends ton temps pour regarder la situation, regarde ce que toi ça t'évoque, parce que peut-être que parfois, tu vois, c'est parce que ça te met mal à l'aise toi en tant que coach que du Mm. coup tu vas choisir hop l'exit, tu vois. Mais ça, bon, est-ce que tu le fais pour toi, est-ce que tu le fais pour ton client, tu vois. Donc il y a déjà cette question aussi à se poser et faire attention à pas tomber dans la facilité en se disant voilà, tout ce qui, enfin, c'est normal qu'en coaching parfois, comme le disait Loïc, tu vois, on va travailler sur des choses qui peuvent résonner, on va travailler sur l'identité, sur les valeurs et tout. Donc, bah, parfois, on peut aller cogner sur une dissonance cognitive et la personne se dit, ah ouais, enfin, tu vois, et a une réalisation sur sa vision du monde, a un bouleversement de cette vision, sans pour autant que, donc, ça peut, sur le moment, peut-être que la personne va peut-être pleurer ou, tu vois, avoir une réaction comme ça qui peut être un petit peu impressionnante, entre guillemets. C'est pas pour autant qu'il faut psychologiser tout, tu vois. C'est pas pour autant que c'est un problème pathologique et que tout de suite, il faut rediriger vers un psy. Donc ça, c'est le premier piège, je dirais. Le piège qui est de dire, OK, dès qu'il y a une difficulté vis-à-vis de moi, tu vois, en tant qu'accompagnant, dès que je me sens mal à l'aise, hop, je redirige, comme ça, je me débarrasse du problème. Non, tu as une responsabilité quand même, tu t'es engagé dans un processus. L'engagement, il est du côté du client qui s'engage à faire le coaching, mais aussi du côté du coach qui s'engage un minimum, tu vois, dans cet accompagnement et faut pas abandonner à la première difficulté qu'on perçoit. Donc faites-vous superviser, analyse de pratique et tout, on peut en parler, etc. Tu vois. On peut en parler à son client éventuellement, dans certains cadres aussi, de ce que ça nous évoque à nous, tu vois. Mais attention à pas tomber dans la facilité du OK, j'ai créé une réaction chez mon client, c'est fini, c'est plus mon rôle, je l'envoie quelque part ailleurs, quoi.
Premier piège. Deuxième piège, c'est la question de la redirection. Euh, je pense que théoriquement, ça marche de se dire, OK, j'arrive à un point où on est sur la limite du coaching, il y a un problème, tu vois, psychologique en effet, qui bloque, je redirige vers un psy. Mais ça pose un gros problème parce que, en fait, imagine tes clients et ton coach te dit, bon, moi, je peux plus rien faire pour toi, il faut que tu ailles voir un psy, c'est hyper violent comme, comme proposition. Ça peut être vécu, tu vois, il y a des gens, je pense, pour qui ça pose pas de problème, des gens qui connaissent un peu la distinction entre les deux, qui sont déjà un peu acculturés à l'accompagnement en général, tu vois, et qui diront oui, en effet, ouais, c'est logique ce que tu me dis, je vais aller voir un psy, après je reviens, voilà. Ça peut bien se passer, mais dans la plupart du temps, les gens vont se dire, ah oui, en fait, je suis fou, c'est ça le problème, tu vois. Mm, Donc, mm. en fait, on peut pas contrôler la perception que la personne a de la psychologie, qui est évidemment pas liée à la folie, hein. Justement, je prenais un cliché pour avancer mon point. Bien sûr. Mais il faut faire attention à cette idée de redirection qui est que, OK, comment la personne va recevoir cette redirection? Et du coup, c'est assez complexe et je pense qu'il n'y a pas de réponse simple. Mais je pense que première étape, quand vraiment on sent en tant que coach qu'il y a une difficulté, quelque chose d'insurmontable, qui est pas dans l'ordre de nos compétences à nous en tant qu'accompagnants, je pense qu'il faut en parler à son client et à son superviseur, tu vois? Donc tu en parles à ton client, tu dis: «Écoute, voilà ce qui s'est passé la séance dernière, voilà ce que ça m'a évoqué chez moi, voilà le questionnement que je peux avoir. Qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que tu penses de ça? Est-ce que tu penses qu'on est toujours dans le cadre de l'atteinte de l'objectif qu'on s'était fixé?» Et je renvoie à ce que disait Loïc tout à l'heure sur les objectifs changent et cetera. Oui, pour autant, tu vois, ils changent pas non plus du tout au tout, tu vois? Ça il y a quand même on faut rester dans un certain ordre de tu me corriges si je me trompe Loïc, mais tu vois, tu peux pas passer d'un objectif, «Je veux développer mon leadership» à un objectif, «Je veux surmonter le trauma que m'a causé, la mort, de mon petit frère», tu vois? Ou des trucs comme ça. C'est quand même des trucs T'es hard là. ouais, non, mais voilà, Ça peut j'ai arriver, ça peut aucun de mes arriver. petits frères, il n'y a pas eu de décès de ce genre dans ma famille. C'est vraiment un exemple que je prends comme ça pour trouver un truc un peu absurde, Bien tu vois. sûr. Mais c'est des choses qui n'ont absolument rien à voir. Et là, en effet, enfin, tu vois, le red flag est assez évident, tu vois. Donc, il peut y avoir des évolutions d'objectifs, mais il ne faut pas non plus passer du coq à l'âne 100%. Donc voilà, faire attention à ces redirections. Et ouais, je dirais éviter, en tout cas, en tant que coach, de manière générale, je pense que c'est une bonne règle. Ne dites pas à votre client, je peux plus rien faire pour toi, va voir un psy. Voilà, faut pas dire ça. C'est un petit peu violent, ce sera très mal reçu. Donc faites attention et surtout questionnez-vous avant de. Là, je renvoie au premier piège que j'évoquais. Est-ce que cette redirection, elle vous sert vous ou est-ce qu'elle sert votre client? Il faut toujours penser à ça, je pense, en premier. Voilà ce que j'avais à ajouter là-dessus. C'est très juste et c'est un sujet qui est important parce que on le voit souvent, hein. Et souvent, Mm. effectivement, j'aime bien l'angle que vous avez pris qui est celui du coach en fait. Comment je gère ça? Et souvent, on a tendance on connaît tous ce triangle de Cartman, et à vouloir devenir le Mm. sauveur, à rentrer dans l'émotion de l'autre, à se l'approprier, parce qu'on est gêné, hein, c'est avant tout parce qu'on est gêné et qu'on ne sait pas comment la gérer, et donc à se l'approprier, à vouloir intervenir, à sauver et être maladroit, et parfois donner des réactions, comme tu dis, Théophile, en disant, bah, va voir un psy, mais en fait, c'est Mm. super mal pris par la personne. Bien sûr. Je pense qu'il y a un principe d'abord, comme tu l'as dit Loïc, mais d'accueillir. Déjà, la première chose, c'est Mm. créer et accueillir l'espace de sécurité et de sincérité qui permet à la personne de livrer ce qu'il y a à livrer. C'est déjà énorme. Je trouve que c'est déjà fort de pouvoir faire ça. Puis il y a un principe de responsabilité aussi, c'est-à-dire que ça appartient à l'autre et ça ne nous appartient pas. Et donc, et j'aime bien ce que tu disais Théophile, c'est qu'à un moment donné, on peut aussi s'autoriser à questionner l'autre sur qu'est-ce qui est en train de se jouer, qu'est-ce qu'il en pense, qu'est-ce qu'il veut faire de ça, Mm. et est-ce qu'il est OK pour continuer le processus malgré la place que peut prendre cette émotion, etc. Et il y a tout un processus de questionnement qui peut être hyper intéressant, et du coup, l'émotion ou la détresse, finalement, a sa place aussi dans le processus de coaching. Et je suis tout à fait d'accord avec vous deux. Faut surtout pas se dire tout de suite barrière en mode c'est plus moi. Au contraire. Au Mm. contraire, c'est justement en faire une opportunité pour permettre à la personne d'avancer dans les limites que vous avez évidemment très bien indiquées. Ou à un moment donné, on peut pas aller plus loin que si la personne, il y a vraiment quelque chose de très psychique ou trop profond. Euh, Ouais, c'est super intéressant ce sujet parce que on le voit beaucoup. Il y a un autre sujet qui me vient, et là encore, je suis sûr que vous le voyez. Le coaching, ça a quand même le vent en poupe. D'accord? Vous avez tous compris l'expression. J'aime pas les expressions, mais là j'en ai dit une. Ça a le vent en poupe. D'ailleurs, en gros, ça marche quoi. Il y a beaucoup de gens qui se forment au coaching. Il y a de plus en plus de gens qui vont voir des coachs. Peut-être au détriment de tout ce qui est psy d'ailleurs, peu importe. Euh, et il y a un petit peu la rançon du succès, enfin la rançon du succès, un petit peu le côté derrière ça, il y a des critiques aussi. Et une des Mm. critiques qu'on voit beaucoup, c'est ouais, ok, mais le coach, c'est un gourou. Ça devient un gourou, quoi. Ce côté presque, et ça c'est très freudien, transfert, quoi. Le coaching marche parce qu'il y a un transfert chez le coach, parce que
je lui donne tout crédit ou c'est mon sauveur, quoi. Euh, Qu'est-ce que vous pensez de ça? Comment est-ce qu'on se peut se prémunir de cette critique qui est là, le coach c'est un gourou, et en fait vous êtes juste là pour manipuler les mentalités, grosso modo, hein. Là je grossis le trait, mais Théophile, t'en penses quoi de ça? Ouais, bah, je pense déjà que c'est une critique qu'il faut entendre, qui touche des choses qui sont justes, mais qui en même temps est assez, et un peu, c'est un peu un sophisme, quoi, dans le sens où c'est un peu la stratégie de l'homme de paille, où tu crées quelque chose qui n'existe pas pour dévaloriser, tu vois, toute une profession et un ensemble de Absolument. professionnels. Tu vois, bon, la question du transfert, je vais, pour autant, il y a des problématiques dans le coaching, dans l'accompagnement en général, tu vois. Donc, c'est pas que le coaching, c'est plus pour moi des problématiques dans le développement personnel qui, du coup, vont toucher le coaching, et j'y arrive dans 2 secondes. La question du transfert, dans tout accompagnement, il y a du transfert, c'est la vie, c'est normal, c'est comme ça. Si tu passes du temps avec une personne qui a un impact sur toi, qui a une influence, je veux dire, quand tu es avec un accompagnant, que ce soit un psy, que ce soit un coach, que ce soit un formateur, un consultant, cette personne aura un impact sur toi. Et si c'est un bon professionnel, elle est au courant de cet impact et elle sait le gérer. Voilà. Le transfert, le contre-transfert, c'est des choses qui vont arriver dans l'accompagnement de toute façon. Ce qui importe, c'est que quand l'accompagnement se termine, ce soit réglé. Ok. Hmm, Donc déjà, pour que ce soit clair là-dessus, je pense que voilà, il ne faut pas faire le lien entre transfert et manipulation, etc. C'est même, tu vois, je veux dire, si, enfin, même dans toute relation humaine, il y a des transferts et des contre-transferts, c'est normal. C'est comme ça qu'on est câblé, c'est comme ça qu'on est fait. On a tendance à se reconnaître dans l'autre et à projeter nos représentations dans l'autre. Voilà. absolument. Euh, c'est pour ça que c'est important d'avoir des professionnels bien formés, que ce soit avec une certif ou pas, je rentre pas dans ce débat, tu vois, mais des professionnels bien formés et éthiquement, tu vois, rigoureux, tu vois, avec une déontologie et tout, c'est qu'ils sont au courant de l'impact qu'ils ont sur la personne, parce que quand tu te fais accompagner, bah, ton accompagnant, il a entre guillemets, un pouvoir sur toi, puisque c'est une personne qui va te mettre en position de vulnérabilité. Tu vois, si je te pose des questions sur tes valeurs profondes, sur ton identité, sur ta manière de voir les choses, etc., bah, toi, tu vas être en communication, moi, je vais être uniquement en réception. Moi, je vais rien te partager de moi en tant que coach, tu vois. Ton coach, il va pas te raconter sa vie, tu vois. Donc, il y a forcément un déséquilibre qui se crée dans la relation et qui se crée dans toute relation d'accompagnement, qui est parfois même... qui est parfois même spatialisé, si on pense à la psychanalyse, tu vois, il y a la spatialisation avec la personne sur, enfin, tu vois, l'image un peu cliché du divan, où en fait le psychanalyste il te surplombe, tu vois, carrément, toi tu fermes les yeux, donc tu es en position de vulnérabilité totale. Hmm, Évidemment, en psychologie humaniste et du coup en coaching, ça a complètement rompu avec cette tradition, tu vois, il y a un côté très horizontal et très de coopération et de collaboration dans l'accompagnement. Pour autant, en tant que thérapeute ou accompagnant ou coach, tu as toujours un impact sur l'autre. Et en fait, je pense que c'est pas cet impact qu'il faut questionner, parce que ce serait absurde. Tout accompagnement il y aura un impact de l'accompagnant sur l'accompagné, mais c'est surtout ce qu'en fait le professionnel, en fait. Voilà. Est-ce que le professionnel utilise cet impact pour manipuler, enfin, à ses fins, tu vois, et dans un cadre qui n'est pas au bénéfice de son client? Si c'est le cas, bah, c'est pas bien, premièrement. C'est, ça peut être illégal dans certains cas également, et ça pose de gros problèmes éthiques et déontologiques de manière générale, et moraux, tu vois, aussi. Mais on va pas rentrer là-dedans, mais je vais rester sur l'éthique et déontologique. Donc, évidemment, si vous avez un coach qui se sert de sa position pour tirer des avantages de vous, que ce soit des avantages financiers, physiques, etc., etc. On est dans une position d'emprise qui est problématique, qui est même punie par la loi, hein, si je ne me trompe pas. Donc, il peut arriver des cas, voilà, il faut faire attention. Ok, je dis pas hmm. que, mais ça, c'est pas le coaching, c'est l'accompagnement en général. Ensuite, sur la question du gourou et des coachs gourous, je pense que les coachs pâtissent un petit peu de la polysémie du terme coach, parce qu'il y a plein de coachs, tu vois, tu peux être coach de un peu tout, en fait. C'est pas un terme qui est bien défini, et c'est pas grave, c'est ok, moi ça me pose pas trop de problèmes par rapport à ça. Je suis pas de ceux qui veulent absolument déposer le terme coach. Je pense que c'est un faux sujet, tu vois. Il y avait des coachs sportifs avant nous, voilà, donc on n'est pas les premiers, donc il n'y a pas de raison de se battre là-dessus. Pour autant, c'est vrai qu'il y a il y a une petite porosité de certains aspects du coaching avec des pratiques un peu douteuses, je dirais, tu vois, qui s'ancrent dans le développement personnel en général. Donc, je parle, tu vois, ça m'arrive, moi, de voir sur LinkedIn passer des coachs numérologues ou des trucs comme ça, tu vois, où tu rentres dans des trucs un peu ésotériques, quoi, un T'en peu, penses quoi, toi, Théophile? bah, Allez, écoute, vas-y. je pense qu'il faut de tout pour faire un monde, donc je vais critiquer personne par rapport à ça. Pour autant, je pense que le coaching tel que je le pratique et tel qu'on le pratique, parce que je connais un peu vos approches du coaching aussi, c'est basé sur un certain nombre de protocoles, de process qui sont éprouvés scientifiquement. Il y a une construction théorique, conceptuelle et pratique du corpus, tu vois, d'accompagnement coaching, que ce soit en termes conceptuels ou pratiques, donc les outils et tout, qui est fondé sur de la recherche scientifique, sur des choses qui concrètement sont balisés en fait en termes d'impact.
et de, et et d'enjeux. Et du coup, je pense que, après, c'est mon biais personnel, hein, tu vois, académique, etc. Mais Hmm. je pense que c'est important de ne pas faire n'importe quoi avec l'accompagnement, surtout quand on a quand on a cet impact sur l'autre. Voilà. Et quand on a cet impact sur l'autre, ça demande une certaine éthique, une certaine rigueur déontologique, parce on peut faire des dégâts. Et du coup, sortir de ce côté, voilà, sortir de pratiques qui sont éprouvées, ça peut être dangereux. Et quand on part sur des choses, et du coup, c'est intéressant parce que Loïc, tu pourras nous parler de la PNL aussi un petit peu, parce que la PNL, c'est un peu entre les deux, du coup, tu vois. Et Hmm. pour le coup, enfin, j'ai pas le problème que j'ai avec la PNL, avec la numérologie, hein, c'est pas du tout la même chose. Mais la numérologie, là, on est 100% sûr que c'est bullshit, tu vois. Excuse-moi, mais ma date de naissance n'a pas de, tu vois. Fais Si gaffe, tu vas tu, avoir des si, numérologues qui si- vont t'appeler. Ouais, ouais, mais si tu additionnes les chiffres de ma date de naissance, ça dit pas de, ça me dit rien sur ma personnalité, sur mon identité, tu vois. Ça, c'est un vrai souci que il y ait Sauf si cette tu le porosité. multiplies par le Ouais, chiffre au fond du verre. ouais, c'est ça, exactement. Le site de Du Rex. Fibonacci, tu vois. Exactement. Mais bref, tu vois, donc je pense que ce côté coach gourou, ça, c'est aussi la traduction de cette porosité. Hmm. Et pour le coup, je trouve que c'est une critique qui est bonne si on s'en sert pour rester en alerte par rapport à ça et se dire, OK, attention à pas, voilà, parce que la dérive peut être facile. Et il faut faire attention, mais comme dans toute discipline d'accompagnement, et je pense qu'un professionnel de l'accompagnement qui n'est pas alerte par rapport à ça, c'est un mauvais professionnel de l'accompagnement. Donc voilà, si, je pense qu'un bon professionnel éthique, déontologique, etc., il est au courant de l'impact qu'il a sur ses clients et surtout, il ne le minimise pas. Voilà. Donc, si vous avez des coachs qui disent, mais non, c'est faux, moi, mon client, on est partenaire, etc., attention, voilà, oui, vous avez une relation d'égal à égal, etc., dans l'accompagnement, mais tu as un impact sur lui, et si tu le nies, c'est que tu as un problème, tu vois. Hmm. C'est pas sain, quoi. Donc voilà, Ouais, c'est c'est mon take intéressant la là-dessus. manière dont tu l'abordes, le côté. En fait, faut accepter le transfert contre transfert, ça fait partie du jeu. C'est justement Bah en oui, l'acceptant que ouais. j'en prends conscience que derrière, j'en fais quelque chose au bénéfice de la personne et pas à mon Voilà. bénéfice. Et C'est très tu très peux le juste. minimiser aussi. Il faut le minimiser, évidemment, hein. Tu peux pas être à 100%. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est des choses qui vont arriver de toute façon Ouais, ouais, c'est et vrai. que tu dois gérer en tant que professionnel. Tu vois. Après, en effet, il faut éviter de. Tu vois, par exemple, si tu passes ton temps à chaque fois que ton client te raconte un truc, à lui dire, ah, mais j'ai vécu exactement la même chose, c'est incroyable, on est trop pareil et tout. Là, en effet, tu fomentes le transfert. Là, c'est un souci, On tu est vois. trop pareil, on est frères. Ouais, Ouais. vraiment, BFF, quoi, tous les deux, tu vois, non, c'est pas ton pote, voilà, c'est ton coach. Voilà. Donc, faut faire attention, évidemment, mais c'est des choses qui arrivent de toute façon. Voilà. Après, il faut pas les fomenter, évidemment, faut pas chercher le transfert de contrôle. C'est une technique de manipulation, hein, de le chercher. Pour le coup, Et tu voilà. vois, si je fais en sorte d'être exactement pareil que toi pour que tu te retrouves en moi et tout, c'est une manière de te manipuler. Mais après, bah, en coaching, il y a ce qui s'appelle la calibration, où tu vas te calibrer à l'autre pour créer un rapport collaboratif et faire en sorte que bah, s'il y a aucun atome crochu entre vous deux, bah, la personne ne te partagera rien en fait. Donc c'est une fine zone comme ça voilà, qu'il faut Absolument. naviguer. Et voilà. Mais je Ah bah laisse Loïc on continuer va parce laisser la qu'il parole pourra à rajouter Loïc quelque parce chose. qu'en PNL, il y a aussi ce Ouais. côté synchronisation où effectivement, enfin, pour Ah, rebondir sur ce que tu viens de dire, Ouais. mais reprenons le sujet en entier. Loïc, t'en penses quoi, toi, de ce côté transfert, gourou, etc. bah, gourou, la question que je me pose, la première, c'est bah, quand on dit le coach c'est un gourou, bah, quel coach? Qu'est-ce qui nous amène à Oui, penser oui. que c'est un gourou? Tu vois, je l'aborderai carrément en mode coaching. Qu'est-ce que c'est un T'es gourou? vraiment un gourou, toi, Loïc, hein? Comment tu Qu'est-ce que décides tu si entends c'est un par gourou ou gourou? pas? Qu'est-ce que ça t'évoque, le Et en terme effet, gourou? je suis complètement en phase avec Théophile, avec le fait que potentiellement dans la posture, il y a du transfert, il y a du contre-transfert, il y a une part d'ombre à partir du moment où on le sait et à partir du moment Hmm. où on l'exploite de la juste manière, non pas dans notre propre intention, mais dans le bénéfice du client. À ce moment-là, on peut en faire quelque chose d'utile. Mais Hmm. chercher à ne pas l'accepter, déjà, ne pas le voir ou en tout cas le mettre sous le tapis, ça serait potentiellement contre-productif par rapport à ce qu'on peut en faire. Après, c'est vrai qu'au niveau de la PNL, il y a pas mal de personnes justement qui sont à l'origine de ces croyances, le coach égale le gourou, parce que en fait, quand la PNL a été importée dans les années 80-90, c'était une approche où justement bah, le coaching n'était pas mature, surtout en France, il a été importé dans le monde des entreprises au niveau des commerces, des commerciaux, des chefs d'entreprise, plutôt à des fins justement de communication, pour amener les personnes à faire ce qu'on avait envie qu'elles fassent pour nous, à savoir travailler plus dur pour avoir de meilleurs résultats. Donc potentiellement, c'est la finalité dans laquelle ça a été importé au départ qui a fait que justement, elle a véhiculé pendant longtemps cette image de bah, c'est de la manipulation. Est-ce que c'est de la manipulation? Clairement, oui. La PNL est une technique de manipulation, mais au départ, une technique de manipulation thérapeutique, comme l'ostéopathie ou comme la chiropraxie. C'est ensuite l'intention du praticien. Est-ce que je fais craquer mon client dans un sens parce que je trouve ça rigolo et que je vois que j'ai ce pouvoir sur lui?
Ou est-ce Mm. qu'en fait, il m'explique qu'il a une douleur et qu'il bloque, il n'arrive pas à bouger dans un certain truc alors qu'il voudrait, et de quelle manière, à travers potentiellement une manipulation plutôt d'ordre thérapeutique, je l'amène à se sentir capable de faire ce mouvement. Donc, encore une fois, ça se joue, et c'est là que c'est très fin, c'est qu'au départ, ça reste une technique où on va utiliser le fonctionnement du cerveau d'une personne pour l'amener à faire ce qu'elle a envie. Mm. La frontière est très fine, en fait. C'est la manipulation qui n'est pas éthique, et c'est celle où on manipule le cerveau de la personne pour faire ce qu'on a envie Mm. en tant que praticien. Et donc, qui ne Mm. se fait pas forcément à son bénéfice pour en tirer, ben, comme tu disais, Théophile, des avantages financiers, mais parfois juste des enjeux de pouvoir. Dire, tiens, je peux lui faire faire des trucs Oui, rigolos. complètement, ouais. Je peux lui faire faire des trucs, en fait, dont elle ne se sentait pas capable. Mais dans quelle fin, dans Mm. quel but? Est-ce que c'est vraiment ce qu'elle aurait voulu? Est-ce que dans 2, 3 mois, en fait, elle va se rendre compte que c'est pas du tout ça qu'elle voulait, elle va pas se retourner contre moi? C'est vraiment une histoire d'éthique et de déontologie. Mm. Dans quel but on fait ce qu'on fait? Mm. Et donc, quand on le retrouve en coaching, on le retrouve en PNL aussi, mais potentiellement, voilà, c'est qu'est-ce qui va faire que potentiellement, ben, on est dans la manipulation et que ben, c'est plus au bénéfice de notre client. Mm. Et ensuite, ben, comme tu le disais très justement, Théophile, on crée un cadre en coaching, en PNL, où ben, la personne va se mettre potentiellement en posture de vulnérabilité. Où on va l'amener justement à nous parler ben, de ses croyances profondes, de ses valeurs, de ses ressources, de son vécu, de ses émotions potentiellement, on crée un cadre où ben, on génère une forme de vulnérabilité. C'est de notre responsabilité aussi en tant que professionnel de l'accompagnement, de lui permettre de le faire en sécurité, à son bénéfice, et Mm. surtout de pas en tirer parti d'une manière ou d'une autre. Donc oui, après, par rapport au terme de manipulation, moi j'aime bien voir l'autre aspect, la manipulation positive, pour amener la Mm. personne en PNL, par exemple, ça nous arrive souvent de croire la personne plus capable de l'atteindre de son objectif que ce qu'elle pense être au départ. Parce qu'à travers notre posture, à travers le fait de la sentir capable, et par transfert contre transfert, elle développe justement ce sentiment de capacité. Et donc, on n'est plus complètement dans l'externalité du coach, on va pouvoir utiliser un petit peu notre propre posture pour l'amener justement vers plus de ce qu'elle veut et pas Mm. forcément plus de ce qu'on veut parce que c'est gratifiant d'avoir des clients qui réussissent. La frontière, encore une fois, est très fine. Mm. Et donc, ça va être justement savoir bah, à la fois calibrer. Calibrer, c'est observer ce que nous montre la personne, ce qu'elle ne nous montre pas, ce qu'elle dit pas, comment elle se sent quand elle nous parle de tel sujet, quel champ lexical elle va utiliser. Et ensuite, en PNL, on va avoir la partie justement plus orientée synchronisation. On va adapter notre rythme, notre champ lexical justement à son univers pour qu'elle se sente mieux Mm. comprise. Et donc ensuite, pouvoir la faire cheminer de manière plus efficace sur l'atteinte de son objectif. Encore une fois, c'est vraiment une histoire de ce que je suis en train de faire, à qui ça profite. Et si la réponse n'est pas à mon client, à ce moment-là, on est dans quelque chose de l'ordre du postural ou de l'éthique et de la déontologie qui pourrait nécessiter une supervision. Loïc, est-ce que tout le monde est coachable selon toi? C'est une bonne question. C'est une très bonne question. Ça va dépendre tout le monde quand. Euh, c'est, en fait, c'est qu'est-ce qui amène la personne. Une personne qui décide par elle-même de venir se faire coacher, pour moi, elle l'est. Ok. Et si, à travers la compréhension de son sujet ou autre, on s'aperçoit que c'est pas d'un coaching qui a besoin, c'est pouvoir le présenter. Dans le cadre de certains tripartites, on a des salariés qui vont rentrer en résistance ou en réactance parce qu'ils n'ont pas envie d'être là. Ou même sur des coachings parents-enfants. J'ai des parents parfois qui me disent, tiens, mon jeune, il ne travaille pas suffisamment, tu peux pas le coacher. Ça dépend. Est-ce qu'il en a envie? Est-ce qu'il en a besoin? Est-ce que ça a du sens pour lui? Ça profite à qui? Si tu veux que je coache ton gamin juste pour pas exercer ton rôle d'éducation et que justement tu as besoin d'externaliser cette partie où on va l'amener à travailler, non, là je suis pas OK. Je sers d'instrument en fait à ta manipulation. Mm. Et donc, potentiellement, c'est aussi se poser la question de quel rôle on prend dans l'accompagnement. Est-ce que c'est la personne qui en a envie? Est-ce qu'elle en a envie pour elle ou est-ce qu'elle en a envie? J'ai des personnes qui viennent me voir qui me disent, ouais, mais en fait, j'aimerais gérer mes colères parce que ma copine ne supporte plus, elle a menacé de me quitter. On va prendre un petit pas de recul, on va regarder qu'est-ce que tu as envie de faire? Est-ce que ça te paraît correct? Est-ce que ça te paraît juste? Est-ce que par rapport à ça, tu es en phase avec ce que tu t'apprêtes à faire? Ou est-ce que la copine va avoir un truc, auquel cas je vous amènerai plutôt vers une médiation? Mais c'est vraiment d'abord ne pas prendre la demande entrante pour argent comptant, si on reste dans les expressions. Mais
De dire, est-ce que j'y crois, cette demande? Est-ce que la demande est coachable? Je pense que tout le monde est coachable, mais pas toutes les demandes. Hmm. Et, Théophile, toi qui vois beaucoup de... Parce que dans ton centre de formation, chez Link Up Coaching, tu vois beaucoup de coachs, du coup, Mm. enfin vraiment beaucoup. Euh, je pose une Des question, millions, des milliards. des milliards de coachs. Je te pose une question, sois à l'aise, sens-toi à l'aise d'y répondre, ou, et encore une fois, c'est en toute humilité, mais euh, à quoi tu reconnaîtrais quelqu'un qui sera pas... Enfin, comment tu reconnais un mauvais coach, quoi? Comment tu t'es dit, là, ça va être dur, quoi? Elle est dure, Alors j'ai cette des ci. noms, j'ai des noms, Voilà, en fait, je veux un nom. Non, je plaisante. encore veut des noms. Comment reconnaître un mauvais coach? Alors, juste pour être clair sur la question, parce que tu parlais de l'école, tu veux dire quand on les voit en formation ou en Non, alors général? ouais, je Ok, dis ça, parce que... je me sers de ton background pour, Ouais, parce ouais, que t'en as très vu, clair, très clair. donc tu as une base de données quoi, qui est là, et tu Hmm. te dis, tiens, là, je sais que ça va être plus dur pour lui ou Bah, elle en fait, je vais rendre un peu positive la question, tu vois, mais c'est quoi la compétence qui est nécessaire si tu veux Allez, être un bon vas-y, coach? En plutôt comme gros, ça. je pense que c'est, pour parler comme ça, tu vois, je suis plus à l'aise en répondre comme ça si ça te va. Vas-y comme ça. Si t'as aucune capacité autoréflexive, c'est compliqué, tu vois. Si t'es pas en capacité de reconnaître tes propres erreurs, de voir tes propres erreurs et d'être dans une démarche d'amélioration continue. Et si tu n'es pas en capacité de recevoir des critiques constructives, hein, évidemment, hein, pas te faire insulter, mais des critiques constructives sur ton métier, sur ta vision des choses, etc., je pense que ce sera compliqué, ce sera compliqué par ailleurs de pouvoir coacher pour toutes les raisons qu'on évoquait juste avant avec Loïc, qui sont que quand tu es coach, bah, t'es censé, tu dois faire attention tu dois faire attention à ton impact, tu dois remettre en question ta perception des choses. Parce que tu vois, Loïc, il a beaucoup parlé de ce qui est bien pour le client. Mais comment tu sais ce qui est bien pour le client? Est-ce que c'est... Parce que tu vois, c'est compliqué d'être sûr, en fait. Enfin, moi, je sais que Loïc est au clair là-dessus et je sais quel processus il met en place pour le savoir et tout. Tu vois, mais ce qui est bien sur le client, ça peut aussi être ce que toi, tu penses être bien pour le client. Et si tu remets pas en cause, si tu te remets pas en question Hmm. automatiquement, parce que ça, faut le faire automatiquement. C'est un truc qu'on appelle, chez LinkUp, on appelle ça un peu le petit vélo, tu vois, en formation. C'est une image pour dire que, OK, bah, t'es en position, c'est la position méta, en fait, où pendant l'accompagnement, tu Ouais. t'observes en train de coacher la personne, tu vois. Donc, tu es, comme ça présent avec la personne, mais tu es aussi censé être en train de t'observer toi-même, tes réactions, tes émotions, tu vois, ce que te fait ressentir ton client. Et donc, ça veut dire que tu dois être dans une position autoréflexive constante quand tu es en coaching. Pas H24, hein, c'est un peu fatigant, mais quand tu es en coaching en tout cas, pour remettre en question tout ce que tu peux, pas tout 100%, mais en tout cas, beaucoup de choses que tu vas ressentir, etc. Et si tu as pas cette capacité, si tu penses que tout ce que tu ressens, tout ce que tu vois, tout ce que tu considères comme juste, c'est la vérité absolue, tu vois, je pense que être coach, ça va être compliqué. Je sais pas ce que tu en penses, Loïc, ou bah, toi aussi, c'est vrai que tu es coach. Mais ouais, je dirais ça, voilà. Donc, un mauvais coach, c'est un coach incapable de se remettre en question. Ça, Hmm. je pense Ouais, que c'est... c'est la manière la plus simple de dire les choses, quoi, voilà. Je Après, il vais y a plein laisser... d'autres choses, mais... Non, mais Clairement. c'est juste, je vais laisser parler Loïc, mais je rebondis juste sur ce que tu as dit, Hmm, parce que j'aime bien, moi je parle beaucoup de flexibilité mentale, c'est-à-dire la hmm. capacité à douter de ce que je pense, sans jamais forcément douter de qui je suis ou de ma Oui, confiance en soi. bien Par sûr. contre, Hmm, effectivement, d'un point de vue cognitif ou mental, je me mets en méta, j'observe, c'est la métacognition, hmm, quoi. Qu'est-ce qui fait que je pense ce que je hmm. pense? Et est-ce que ça peut pas être Exactement. remis en question? Et ça, c'est hyper intéressant. Et effectivement, je te rejoins, moi, dans tous les coachés que j'ai eus et que j'ai encore. euh, je vois tout de suite la personne qui va être capable de, comme tu le dis, avancer Hmm, parce que elle se confronte à la réalité et cette réalité ne lui fait pas mal, mais elle s'en sert comme une ouais. opportunité pour avancer. Toi, Loïc, t'en penses quoi? Ouais, je suis complètement aligné avec bah, qu'est-ce qui fait que justement on sait que c'est au bénéfice du client. Euh, Qu'est-ce qui fait qu'à un instant T, on sait que c'est pas notre propre vision qu'on est en train de pousser sur ce qui pourrait être bien pour le client et que ça émerge de lui. Et à partir du moment où en fait on s'entend donner un conseil sous forme de question, et tu penses pas que ça serait bien justement de lui en parler ou un truc comme ça, tu vois, qui pourrait être potentiellement dommageable. Mais en fait, Hmm. c'est pas parce qu'il y a un point d'interrogation à la fin que c'est vraiment une question. Hmm. C'est faire attention aussi à tous ces conseils déguisés ou pour gagner du temps et pour gagner en efficacité. Parfois, on se dit, tiens, on va aller donner un conseil. Mais bon, en coaching, en école, ils nous ont dit qu'on n'avait pas le droit de donner des conseils. Je vais mettre un point d'interrogation à la fin. C'est vraiment Hmm. se dire, OK, est-ce que je suis en train de passer dans la facilité? Est-ce que finalement, par rapport à ce qu'on s'apprête à faire, je suis bien en phase avec le fait que ça appartient à mon client? Est-ce que c'est aligné avec ses ressources? Est-ce que c'est pas en contradiction avec ses limites actuelles? De quelle manière ça va nourrir ses besoins? De quelle manière ça va bien nourrir ses valeurs?
Et c'est tout ce qui fait que justement, bah, par défaut, on ne donne pas de réponse, on permet à la personne de cheminer pour aller nous expliquer ce dont elle a besoin, ce qui l'empêche d'eux pour atteindre l'objectif qu'elle vise. Et donc, plus ça reste ouvert, moins on est capable de mettre nos propres présuppositions dans la balance et potentiellement plus on arrive sur une posture, posture basse sur le contenu. Mhm. C'est ce qui Ouais. va faire petit à petit que finalement, dans le champ, il n'y a pas d'éléments qui nous appartiennent, c'est le client qui pose tout ce qu'il a à l'intérieur, qui fait le tri des patates, qui commence à regarder qu'est-ce qu'il veut encore, qu'est-ce qu'il veut plus, de quelle manière il sent qu'il aurait besoin d'enlever ce qui va plus, de quelle manière il pourrait rajouter ce qui... Et globalement, à partir du moment où on rentre dans du jeu, il y a potentiellement un risque de, tiens, je pense que tu pourrais faire ça, ou est-ce que tu as pensé à... On rentre dans du conseil. Et dans certains cas, ça peut avoir de la valeur, mais il faut bien être au clair que potentiellement, on n'est plus dans le cadre du coaching, Ouais. on donne du conseil. Parfois, la personne n'a pas les compétences, parfois, la personne n'a pas les capacités. À ce moment-là, ça peut être intéressant de lui demander comment tu pourrais les acquérir, mais parfois, elle ne sait pas que c'est trouvable, donc elle ne va pas chercher. Mhm. Et donc, ou en tout cas, elle ne va pas savoir chercher. À ce moment-là, ça peut être intéressant de l'aiguiller soit vers une formation spécialisée, soit vers de ressources externes qui pourraient lui permettre de monter en compétence sur le sujet. Soit ça arrive en lien direct avec notre champ d'expertise à nous, auquel cas pourquoi pas, mais bien être au clair sur le fait que, tiens, je te pose deux, trois éléments, je te laisse regarder après la séance un petit peu comment tu peux en tirer les apprentissages. Mais c'est vraiment cette idée de vouloir autonomiser la personne, la rendre autonome, la rendre responsable de ses propres accompagnements, parce que comme on le disait au départ, le coaching, c'est un processus fini. Notre objectif, c'est qu'à la fin, la personne n'ait plus besoin de nous. Ah, j'aime bien ce processus fini. C'est vrai qu'on l'a pas encore abordé, mais enfin si un petit peu dans la temporalité au début, Théophile, mais processus fini, c'est intéressant. Il y a autre chose Mhm. qui me vient dans tout ce que vous dites. Vous savez, l'aspect thérapie, psy, ça a toujours été quelque chose d'un peu intimiste, confidentiel, sur un divan, dans une salle, etc. Enfin, dans une salle, dans un cabinet. Le coaching s'exporte de plus en plus sur les réseaux sociaux, parce que coaching égale entrepreneuriat, entrepreneuriat égale exposition sur les réseaux sociaux. Et du coup, euh, je pense que vous avez la même impression que moi. Euh, et c'est une critique qui est faite aussi au coaching, pardon, qui est que on en a un peu marre des injonctions. Comme on s'expose sur les réseaux sociaux pour véhiculer des messages et pour s'exposer pour avoir plus de visibilité, à un moment donné, fatalement, on tombe aussi dans le conseil ou dans l'injonction. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Parce que j'ai l'impression qu'aujourd'hui, il faut être bon partout, quoi. J'ai l'impression que le coach, il a un petit peu cette image de... c'est un peu la critique qu'on fait au dev perso, hein, le côté un peu être la meilleure version de soi-même, et du coup, c'est des injonctions, et du coup, ça fout une pression mentale à tout le monde. Et on sait, et puis dans cette amas d'informations aujourd'hui, on ne sait plus qui suivre, ni quoi suivre, ni quoi écouter. C'est une question assez large, pardon si elle n'est pas précise, mais qu'est-ce que vous pensez de cette frontière entre le côté intimiste du coaching, qui doit rester intime avec son client, et le côté je m'expose et donc je tombe dans l'injonction pour que tout le monde puisse devenir coach lui-même, grosso modo, ou venir me voir. Je ne sais pas si la question est claire. Ouais. Loïc, tu veux commencer? Ouais, je veux bien. En fait, ce qui est intéressant, c'est que souvent le coaching, ça reste méconnu. Ouais. Il y a pas mal d'actions qui sont menées pour le faire connaître, mais pour beaucoup, le coaching, c'est du conseil. Coaching business, coaching rangement, coaching sportif. On a souvent l'image d'un sachant en fait qui va nous expliquer quoi faire pour qu'on franchisse une étape. Mm. Et donc le coaching professionnel, pour l'instant, ça reste un petit peu le parent pauvre de l'accompagnement, surtout au niveau des particuliers. Des particuliers qui vont, je ne parle pas pour les entreprises où ça commence justement à se globaliser, à être mieux connu, à connaître les bénéfices justement de coaching sur les performances des équipes, sur le mieux-être, et tous les bénéfices que ça va avoir. Mais au niveau des particuliers, les gens, ils s'attendent un petit peu, comme ils vont à la salle, ils ont un coaching sportif qui les pousse un peu aux fesses, ils s'attendent un petit peu à la même chose avec un coach professionnel. Et donc le particulier, lui, s'il a un problème, s'il a un problème un peu lourd, il va aller voir un psychologue ou un psychiatre. S'il a une addiction, il va aller voir plutôt un hypno. S'il a vécu un traumatisme, il va aller faire de l'EMDR. Mais c'est vrai que le coaching de particulier, c'est quand même plutôt soit en anticipation, soit sur une phase de rebond après un cycle thérapeutique. Et le problème, si on arrive après, le prix du coaching est quand même bien plus élevé que le prix des psychologues si on le ramène à la séance. Mhm. Indépendamment ensuite du coût du processus, comme c'est fini, sur la globalité, ça reste un petit peu moins cher, mais c'est vrai qu'on est quand même dans
dans une société où finalement ben, on fait attention au poste de coût, au poste de dépense et souvent ben, la santé mentale et surtout la santé en général sur les autres approches, on a l'habitude à ce que ce soit remboursé. Et donc le coaching, ça reste quand même un gros poste de dépense sur soi, là où en général on est habitué à la gratuité. Et donc, je trouve que le développement perso, il y a quand même cet intérêt de permettre aux gens de commencer à se poser des questions en anticipation, de mettre un pied justement dans une approche coaching. Moi, typiquement, je suis rentré dans le dev perso en 2010 par un bouquin, Le dev perso avec le coaching et la PNL pour les nuls. Ça m'a coûté 20 balles, mais ça m'a permis de comprendre en fait qu'il y a des questions qui peuvent être intéressantes à se poser. Ensuite, ce qu'on en fait à outrance sur les réseaux sociaux autour Mm. des injonctions, après, tu vois, il y a les injonctions, il y a les contre-injonctions. Tu as ceux qui disent devenez la meilleure version de vous-même. Tu as ceux qui commencent à nous marteler, foutez-vous la paix. Et, et donc, c'est vraiment qu'est-ce qu'on décide d'en faire. Et ensuite, Ouais. qu'est-ce que les gens, après, tu vois, dans une ère de l'attention, à quoi les gens ont envie de prêter leur temps, leur attention aussi, et quelles questions ils ont envie de se poser. Qu'est-ce qui va faire que ben, quand c'est dit par certaines personnes, ça résonne bien, quand c'est dit par certaines personnes, ça résonne moins bien pour d'autres. Mais du coup, je suis pas complètement fermé au dev perso parce que je pense qu'au départ, il contribue justement, c'est vraiment toute la partie acquisition du coaching professionnel. C'est que finalement, ça reste ouvert et assez universel, le développement perso. Donc, c'est vrai que parfois, il y en a qui en abusent, mais ça a quand même une utilité dans le sens où ça permet aux gens ensuite de s'intéresser plus finement au coaching, puis au coaching professionnel, et donc petit à petit, ben, d'alimenter la machine aussi dans le fait que petit à petit, ça va permettre de mieux faire connaître la compétence, là où pour l'instant, ben, c'est vrai qu'on ne l'apprend pas à l'école. On n'apprend pas l'intérêt de se poser les bonnes questions, on n'apprend pas à travailler sur ses émotions, on n'apprend pas à être OK avec qui on apprend à l'école à endurer, à travailler beaucoup, à travailler dur pour gagner un petit salaire. Et donc, je trouve que le développement perso, il permet quand même de se poser la question du pourquoi, pourquoi je fais tout ça, dans quel but, à quelle valeur ça répond, quel besoin ça vient nourrir, comment j'ai appris à poser mes limites, à dire non quand ça va trop loin pour moi. Et je pense que ça a cet intérêt que bah, dans notre société où on voit les chiffres du burn-out qui continuent à exploser, les chiffres bah, de tous les repositionnements, les réorientations pro, les gens qui vont de moins en moins bien, je trouve que ça contribue quand même à faire connaître le coaching qui permet ensuite d'avoir des leviers d'action plus puissants sur une approche plus fine. Merci, super, Loïc, pour cette large réponse. Toi, Théophile, t'en penses quoi? Ouais, sur les injonctions, écoute, je pense que Ouais. en tant que coach, s'il faut bien vendre son activité, donc je pense que je ne ferai pas porter une quelconque responsabilité aux coachs qui communiquent sur leurs solutions, tu vois, sur cette idée d'injonction. Je pense que s'il y a injonction, elle vient pas particulièrement des coachs eux-mêmes, mais plutôt de discours dominants qu'on trouve un peu partout, tu vois. Donc ça, dans une sphère culturelle, bah, qui est celle du dev perso, qui a des bons aspects et des aspects plus problématiques, évidemment. Mais c'est quelque chose qu'on trouve beaucoup en entreprise, tu vois. C'est-à-dire que je pense que s'il y a un espace où les injonctions sont complexes à gérer parce on est en situation d'infériorité en termes hiérarchiques, c'est l'entreprise, avec des injonctions à performer, à justifier sa valeur constante, etc. Et je pense que s'il y a un souci, c'est plus là, tu vois. Ouais. Oui, le coaching peut être problématique dans le sens, c'est ce que tu évoquais, Loïc, quand tu parlais tout à l'heure de l'intégration du coaching en France dans les années 90. Le coaching peut parfois être utilisé, tu vois, en entreprise comme un outil de contrôle managérial, tout simplement, Mm. où tu vas en fait bah, faire coacher quelqu'un et c'est en gros, voilà, si t'atteins pas ton objectif, tu dégages. Donc le coaching, c'est ta dernière chance, tu vois, hein, ça peut être le cas. Ça peut être aussi des trucs plus vicieux où tu vas te servir d'un coach pour récolter des informations sur la personne. Bon, tu vois, il y a les différents degrés, tu vois, là-dedans. Mais ces injonctions sont plus à ce niveau. Et du coup, la place du coaching dans ces injonctions, tu vois, la société du bien-être, la société de la performance, etc. Je pense qu'en effet, le coaching est une expression sous certains aspects de ce système qui veut une optimisation accrue de l'ensemble des sphères de la vie, tu vois. Euh, mais pour autant, il s'y réduit pas, quoi. Voilà, il s'y réduit pas dans le sens où bah, tu posais la question, est-ce que tout le monde peut être coaché? Euh, oui, théoriquement, enfin, sauf les enfants. Et voilà, si tu as, si t'as 5 ans, tu vas pas être coaché. Il faut être un minimum formé, donc à partir de 12, 13, 14 ans peut-être, voilà. Donc il y a des cas où les gens qui sont très malades, tu vois, psychologiquement parlant, on en parlait tout à l'heure,
Une personne en phase aiguë de burn-out, bon, tu vas pas la coacher, elle est un peu en galère. Ou une personne en dépression sévère, tu vas pas la coacher non plus. Donc il y a des gens qu'on peut pas coacher. Après, est-ce que moi je poserais plutôt la question du genre, est-ce que tout le monde a besoin d'être coaché? Je pense que non. Tout le monde n'a pas besoin d'être coaché. Moi perso, je me suis jamais fait coacher, par exemple, et je vais très bien. Donc j'ai pas de souci. Il y a plein de gens qui ne se sont pas fait coacher. Et voilà, on peut cheminer seul aussi, et je pense que c'est important de le rappeler. Mm. On peut, tu vois, Loïc t'en parlait avec le dev perso, donc on peut se poser des questions sur soi-même, être auto-réflexif, sans même lire des bouquins de dev perso, hein. C'est possible de le faire seul, tu vois, et d'avoir des pratiques auto-réflexives de manière générale, tu vois, et de cheminer dans la vie sans vouloir absolument optimiser ce cheminement, et c'est important de le rappeler. Et en effet, oui, c'est vrai que la profusion de discours sur le coaching peut participer de ces injonctions, mais je pense que les coachs en sont pas responsables et je les tiendrai pas responsables de ça, en tout cas. Après, il y a des manières de communiquer, tu vois, c'est sûr que si tu écris un petit peu, tu vois, la Thibaut InShape, qui est coach sportif, un peu rien à voir, mais rien à La foutre de ta star de YouTube. dépression, t'es une merde, va à la salle. Bon, ouais. Là, on est un petit peu dans la culpabilisation et c'est un peu problématique. Donc, je pense que tant que tu communiques sans culpabiliser, etc., et que tu communiques positivement sur ce que tu peux apporter aux gens et ce que tu peux apporter à ta cible en particulier, bon, bah, chacun fait son métier, chacun doit bien vendre. Il y a pas de, je vois pas trop de problème là-dessus, tu vois. Voilà. Ouais. Je ferai pas trop ce lien. Après, ouais, sur les injonctions, oui, oui, bah, elles sont présentes et il Mm. faut, voilà. Donc, si j'avais juste un truc à dire, c'est vous n'êtes pas obligé d'optimiser toutes les sphères de votre vie. Vous pouvez en optimiser certaines, en laisser d'autres en friche. Voilà. Il faut se laisser des espaces de liberté, de paix et d'ennui. Voilà, c'est bien. C'est Et, important. et d'oisiveté, comme disait Bertrand Russell. Exactement. Tout à Vous fait. avez déjà vu un psy? T'as déjà vu un psy, toi, Oui, Théophile? ouais, Ok. ouais. Ça t'a fait du bien? Bof. J'ai vu un premier psy, c'était un problème perso que j'avais eu qui était assez Ok. grave. Et du coup, on me l'avait recommandé, on m'a dit, ah, tu devrais essayer tout. C'était un Jungien, donc c'était Ok. un psychanalyste, c'était pas un psychologue. Mm. Et c'était pas vrai, c'est pas du tout ma tasse de thé, quoi. Voilà, on a fait Mm. 3 séances, c'était analyse des rêves, Ah bah oui, astrologie et tout. J'étais là, wow, le le gars était divan. sympa, mais j'ai dit, écoute, on va s'arrêter là, c'est pas du tout mon délire. Et j'ai vu aussi un psy, j'ai vu à 2 autres occasions des psys. Une fois, c'était au début du Covid, parce que j'étais très anxieux par rapport à la situation en 2020. Euh, En plus, j'avais une laryngite en fait, du coup, je n'arrivais pas à respirer, donc ça me stressait énormément. Je pensais que j'allais mourir. Je me suis dit, ok, je peux pas continuer à stresser comme ça. Donc, j'ai vu une psy que j'ai vue pendant 4 5 séances, tu vois, tous les 10 jours à peu près, ou toutes les semaines ou 2 semaines, je sais plus. Et ça m'a bien aidé, tu vois, à avoir justement un espace de discussion, de réflexion, de réflexivité sur ma manière de vivre la période, sur les émotions que je ressentais. Et ça m'a vraiment beaucoup aidé, franchement, c'était très agréable à faire. Et voilà, tu vois, on était vraiment dans un cadre que j'évoquais tout à l'heure où il n'y avait pas d'objectif particulier, mais juste j'avais besoin d'un espace de Mm. projection, de réflexion sur le débordement émotionnel que j'avais par rapport à la situation et qui en fait me gênait, quoi. Parce que ça peut être OK de vivre des émotions, mais quand ça devient gênant et problématique dans ton quotidien, il faut en effet se faire accompagner, je pense. Et là, ça m'a bien aidé. Et j'ai revu aussi un psy, parce que je faisais des crises d'angoisse. Ça, c'était en 2022 ou 2023, je crois. J'avais une période où je faisais des crises d'angoisse et c'était très très désagréable. Mais c'était vraiment assez fort. Je sais pas si vous avez déjà eu des crises d'angoisse, mais j'étais dans la rue, je marchais, j'avais l'impression que j'allais m'évanouir, quoi. Donc c'était un peu, Ah un peu ouais, désagréable. je Ouais, te c'était savais pas pas cool. anxieux comme ça. Non, je suis pas anxieux par nature, je suis pas du tout anxieux pour le coup, je suis quelqu'un de très, très relax et tout, tu vois. Mais après, parfois, tu vis des chocs dans Bien ta vie sûr. et des stress qui font que ça a un impact sur le long terme. Et du coup, bah, j'ai vu la personne, j'ai utilisé ma mutuelle qui me permettait d'avoir un psy gratos. Je l'ai vue une fois et c'était une adepte des TCC en fait. Et en fait, Mm. elle a fini la première séance en m'envoyant des slides sur la gestion du stress. Je fais, vas-y, écoute, c'est quoi? Laisse tomber. Arrête. Je vais gérer ça tout seul. Et après, j'ai cheminé tout seul et ça allait mieux petit à petit, tu vois. Voilà. Ok, Donc bah voilà t'as mon expérience avec la familiarisé, ouais. Ouais, psychologie. Ouais. Mais j'ai jamais intéressant. fait de psychologie longue, tu vois. Voilà. Peut-être qu'il faudrait que je le fasse, mais voilà pour mon expérience. Ouais, non, bah c'est intéressant. Toi, Loïc, t'as déjà eu affaire à un psy, psychothérapie ou Ouais, autre? ouais, en 2019. En 2019, j'étais dans une situation compliquée sur le plan perso. Pas mal de soucis, donc j'ai fait un burn-out personnel et en même temps un burn-out professionnel. Et j'avais personne à qui en parler. Et ça se bousculait, en fait, j'étais vraiment isolé. Tu vois. Et donc je suis parti voir une psy au départ parce que je me suis dit, il faut que j'en parle à quelqu'un, il faut que je commence à démêler. Ça va pas, tu vois, c'était pas le je suis fou, mais il y a un truc qui va pas. Et je suis pas, enfin, je sais pas le faire tout seul. Et dans mon entourage, justement, ben, mon entourage est potentiellement constitutif du problème.
Et donc là, j'ai eu besoin de cet espace d'externalité. Donc c'était une psy clinicienne spécialisée dans les TCC. Et au bout d'un ou deux mois, elle a commencé à me prêter ses bouquins et tout, parce qu'elle voyait que j'avançais entre les séances aussi. Enfin, c'est le moment où je me posais pas mal de questions, j'avais plein de carnets, des feuilles pour réfléchir un petit peu à tout ça. Et donc ça m'avait bien aidé. C'est comme ça, d'ailleurs, c'est la suite de cet accompagnement que j'ai décidé de m'inscrire chez LinkUp pour me former au coaching. Hmm. Parce que globalement, j'ai changé plein de trucs à l'époque. J'ai changé de boulot, d'orientation, de copine, d'appartement. Et en fait, ça a été une année charnière pour moi, 2020, où justement, je me suis remis sur pied, mais sur la base de cet espace, en fait, avec la psy, qui m'a permis justement de bien redresser la Hmm. pente. Ok, donc vous êtes familiarisé avec la chose. Messieurs, dernière thématique. Je savais pas que vous étiez familiarisé avec les psys. C'est bien, les gars. Moi, j'ai jamais vu. Faudrait que j'aille voir quand même. Dernière Après, thématique. familiariser, c'est un grand mot, hein. Vous J'ai avez fait en lu. tout 5 séances dans ma vie, quoi. Ou Ah 6, non, c'est 7 beaucoup, c'est séances dans ma beaucoup. vie, C'est hein. déjà beaucoup pour moi. Ok. Non, non, je plaisante. Oui, c'est un grand mot, évidemment. Dernière thématique très rapide. Je me suis fait aider par ChatGPT pour faire un petit vrai ou faux, les amis, pour terminer ce Trop nouveau bien. format de sa part en live. J'aime bien, ça m'a fait rire. Donc c'est rapide. Vrai ou faux? Est-ce qu'un coach, un coach, un coach, est-ce qu'un coach peut te rendre riche en 30 jours sans effort et depuis ton canapé? Évidemment. Non, c'est Ça Évidemment, faux. dépend vrai. lequel. Ouais, si Ça c'est moi, dépend oui. lequel. Ça dépend lequel, ouais. Loïc et Cédric, ils peuvent. Les autres, je sais pas. Évidemment que c'est faux, les amis, c'est pas possible. Ne croyez pas à tous ces gourous du business qui vous disent des conneries. C'est pas possible, sauf si vous avez énormément d'argent à foutre dans la pub. Vrai ou faux, un thérapeute doit obligatoirement avoir une barbe grisonnante et un carnet en cuir pour être crédible. Loïc, Hmm. C'est une bonne question. Euh, il apprend au sérieux, je tu sais. pense qu'il y a un piège. Je dirais non. Théophile. J'appelle un ami psychologue, je lui J'app- demande de ce qu'il en pense. Non, 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 évidemment, évidemment non. Évidemment non. Vrai ou faux, si tu vas chez un coach, c'est que tu veux avancer. Si tu vas chez un thérapeute, c'est que tu veux comprendre pourquoi tu n'avances pas. Elle est un peu plus sérieuse celle-là. Ouais, je pense que c'est plutôt juste. Ouais, c'est plutôt juste. Ouais, je S'il suis faut pas, je suis pas schématiser complètement en face parfois. sur Pardon. Ouais. Non, je dis s'il faut, parfois, faut schématiser, tu vois, dans la vie, pour comprendre des choses. Ça peut être nécessaire de simplifier, etc. Et dans cette optique, évidemment, tout est plus complexe, etc. Blablabla. Mais dans cette optique, je pense que c'est assez juste, cette affirmation. Yes. C'est mon Après, avis, tout, hein. tout dépend du thérapeute. Tu vois, psychanalyste, oui, Mm, c'est comprendre pourquoi tu n'avances pas. Si tu vas sur de la mm. thérapie bref, c'est aussi pour avancer. Oui, oui. Mm. Exact, exact. Vrai ou faux, est-ce qu'un coach et un psy peuvent être d'accord sur un sujet? Bien sûr, il y a beaucoup plus de points communs entre coaching et Absolument. psychologie que de points pas communs. Le coaching, c'est la psychologie non thérapeutique, hein, historiquement. Pardon. Voilà. Donc, en Non, mais termes de juste. posture, etc., c'est très, très similaire. Donc, C'est juste. Et toi, Loïc, vrai ou faux? Bah, mic drop, comme Théo. mm, Non, mais c'est juste, c'est vrai qu'on a beaucoup différencié les deux dans cet épisode parce que c'est le thème, mais il y a évidemment beaucoup de choses qui les rapprochent. Dernière yes. chose, et là ça va être compliqué. Dernière question, vrai ou faux, et là je veux votre avis. Elon Musk a récemment tweeté que on s'approchait très rapidement et plus que prévu de la singularité technologique avec l'IA. Singularité, c'est quoi? C'est un point précis au-delà duquel on ne connaît pas le niveau de connaissance, c'est un peu comme un trou noir. Grosso modo, on s'approche vers un basculement, un bouleversement dont l'humanité n'est pas prêt de voir ce qui va se passer. Grosso modo, c'est ça la singularité. Ma question, elle est là. Est-ce que l'IA va remplacer le coaching? Vrai ou faux? Vas-y, Qui Théophile. commence? Ouais. Déjà, ouais, j'ai un peu j'ai un biais négatif Ah ben, donc on a c'est tous pas, c'est avec pas mal. Musk et Trump en ce moment, c'est un peu Ouais, dégueulasse. c'est Mais... c'est pas ma tasse de thé. Et non, je pense qu'aussi, juste pour contextualiser ce genre de discours il a des intérêts business derrière Et qui font évidemment. que lui, il veut prendre le contrôle d'OpenAI, donc il veut affaiblir OpenAI, bref. Donc, s'il fait le whistleblower vis-à-vis de l'IA en dramatisant les enjeux, c'est pour faire de l'argent de son côté, hein, sans être complotiste et tout, mais c'est la réalité. Donc, attention à ça. Est-ce que l'IA peut remplacer le coaching? Je pense que oui et non. Je pense que on l'a dit tout à l'heure, le plus important dans une relation d'accompagnement, c'est la relation avec l'accompagnant. C'est ça qui est le plus déterminant en fait dans l'atteinte des objectifs. Donc cette relation humaine est nécessaire. Pour autant, je pense qu'il y a beaucoup de protocoles et de processus de coaching qui peuvent être, enfin déjà qu'on peut faire soi-même, tu vois, qu'on peut faire soi-même devant une glace, c'est tout à fait possible. En fait, tu peux très bien t'auto-coacher, c'est pas impossible. Évidemment, ce sera pas aussi puissant qu'avec une personne qui le fait. Et du coup, dans cette optique, se faire accompagner d'une IA générative de texte notamment, hein, donc un chatbot par exemple. Ça peut
ça peut permettre d'aller encore plus loin dans cet auto-coaching. Voilà. Hmm. Après, ça va pas remplacer. Ce sera moins puissant qu'une personne face à toi, mais ça dépend de ton objectif, ça dépend du temps que tu as à mettre là-dedans. Et Loïc parlait des impératifs économiques également. Bah, évidemment, un coach, ça a quand même un coût, parce que c'est une personne qu'il faut rémunérer, tu vois, a priori. Donc, c'est sûr que ça rend la chose accessible. Et je prends un exemple très simple, voilà, sur le SaaS dont je vous parlais tout à l'heure. Nous, on a mis pas mal de protocoles d'auto-coaching avec de l'IA pré-promptée. Tu vois, on a fait des agents GPT qui te permettent de faire un score, par exemple, sur toi-même. Donc, un score, c'est une exploration contextuelle d'une situation, etc. Et pour tout ce qui est un peu diagnostic, exploration et tout, ça marche très très bien. Tu vois, donc je sais qu'il y a pas mal de recherches aussi. Je connais des chercheurs qui bossent aussi là-dessus. Et c'est vrai que dès que tu es sur un protocole qui est très précis, sur un problème très précis et sur un temps court, l'IA est plutôt performante. Donc voilà, je dirais oui et non. Enfin oui dans le sens où sur certains aspects, ça peut très bien être complémentaire, pardon. Et en plus, acculturer au coaching, Hmm. faire découvrir le coaching à des gens qui, de toute façon, n'y seront pas allés parce qu'ils n'ont pas 1000 euros à mettre dans un accompagnement, par exemple. Et du coup, ça peut les sensibiliser et leur faire passer le pas derrière. Mais par ailleurs, ça ne remplacera pas la qualité de la relation parce que c'est ça qui est déterminant, évidemment, dans la relation d'accompagnement. Et c'est ça qui permet de faire les plus grands changements et les plus grandes évolutions. Voilà pour ma réponse. Merci. Et toi, Loïc? Vrai ou faux? Yes, de mon côté, il y a deux points. Le premier, c'est la remise en question du prompt. Tu poses une Mhm. question à l'IA, elle répond à la question. Tu poses un problème à un coach et où tu lui parles d'une demande, il va te demander pourquoi tu veux cette demande. Et donc, en fait, déjà, cette capacité à remettre en question le prompt, à lire entre les lignes, au-delà de répondre à la question qui a été posée, je pense que ça, tu ne peux pas encore l'avoir correctement, et j'insiste bien sur le correctement, par une IA. Tu peux programmer un bot pour venir remettre en question tes questions, mais de là, à en comprendre le sens profond, aller regarder un petit peu. Deuxième truc, c'est la calibration. L'IA, elle va pas vérifier, tu vois, tes battements cardiaques, elle va pas vérifier ta sudation, tes variations de teint, les rictus qui passent sur ton visage pendant que tu y réponds au clavier. Et donc, potentiellement, elle va pas voir tout ce que tu montres pas au niveau inconscient. Et donc, à partir de là, ben, on pourrait remplacer par une IA, mais ça nécessiterait de l'équipement supplémentaire qui puisse t'observer, qui puisse t'écouter, qui puisse gérer les silences aussi. Tu vois, et il y a la gestion des silences aussi avec une IA. Bah, l'IA, tu es en train de réfléchir, elle te pose une question, tu réponds. En fait, il n'y a pas ces temps où, justement, pendant quelques secondes, quelques minutes, en fait, il se passe rien d'autre que cet instant de réflexion que le client va pouvoir s'accorder. Donc, on est dans une recherche d'efficacité, mais qui peut être contre-productif par rapport au processus de coaching. C'est justement tout cet espace-là, Mhm. en fait, qui est possible par l'humain, par le fait que tu es coincé là dans cette pièce avec moi, et que maintenant, si j'ai envie de rien dire pendant une minute, je peux. Et on va juste observer passer le silence et regarder un petit peu les réponses qui peuvent émerger à ce moment-là. On va pouvoir se challenger, on va pouvoir communiquer sur ce que je vois de ce que tu me réponds. Et donc, je pense que pour l'instant, il y a plein d'éléments qui ne peuvent pas être couverts par une IA. Mais après, pour dérouler les protocoles, en effet, il y a plein de trucs qu'on peut faire en auto-coaching. Mhm. Ok, merci les amis pour votre Pas réponse. Ouais, complètement. pas complètement toi aussi, hein. Bon, moi je vais être un peu plus tranchant que vous. Moi je pense que oui, on va vite être remplacé par l'IA. Mais c'est mon avis, je vais pas le développer là, on n'aura pas le temps. Allez, toute dernière question pour décomplexer nos amis coachs. Ça coûte combien un prix moyen d'un coaching, Loïc? Ah, c'est une bonne question. C'est une bonne question. J'ai vu un petit peu de tout. Tu vois, j'ai vu des coachs scolaires qui font du coaching à 50 euros la séance. Il y a des personnes qui vendent des accompagnements coaching à 8 séances à 3 000 euros. En entreprise, je sais que ça va dépendre de la taille de la structure. Si ça dépend vraiment du praticien, de la typologie de demande, de comment ça a été recommandé, de la grille tarifaire sur laquelle il s'appuie, sur le fait qu'on soit à Paris, en province ou autre. Ça va vraiment dépendre. Je pense qu'il y a un petit peu pour toutes les bourses en fonction de quel est le besoin, de quel type de résultat on a besoin. Hmm, Donc c'est vraiment très large. ok. Et toi, Théophile, t'as un panier Ouais, moyen? ouais, bah, si, ouais, pour donner des estimations, mais après, du coup, je vais en fonction du secteur. Donc, coaching scolaire, en effet, on est autour de 50 la séance. Donc, sur un process, tu vois, imagine un process, on va dire 10 séances, même si c'est un peu moins en général, mais pour faciliter le calcul. Donc, coaching scolaire, 50 € la séance, à peu près 500 le process. Coaching, tu vois, manager, particulier, etc., où tu n'es pas forcément financé par l'entreprise, tu peux doubler, on serait autour de 100, 100 € la séance, je pense, donc à peu près 1000 € le process. Ensuite, du coaching en entreprise, où tu es financé par l'entreprise, là, tu peux très vite aller beaucoup plus haut en fonction de la taille de la boîte, mais 200, 300 la séance, c'est pas déconnant, donc du process à 2 3 000. Si tu fais un gros coaching stratégique où tu vas accompagner du codir, etc.,
tu peux être là du 10 000 € le process sans problème, tu vois. Donc, ouais, ça dépend évidemment de la cible et du secteur de coaching et également de l'emplacement géographique, puisqu'il y a des zones d'activité en France qui sont plus ou moins dynamiques. Et c'est sûr que si tu es en région parisienne, bah, les prix sont un petit peu différents que dans des régions moins dynamiques économiquement, avec un tissu économique moins dense. Donc voilà, donc ça peut aller, oui, je dirais, voilà, entre de 50 à 300 en fonction de 50 à 300 la séance, voire plus après, tu peux aller plus haut. Mais en moyenne de 50 à 300 en fonction de la cible. Et après, tu as aussi du coaching solidaire à très très peu cher ou à 0 € dans le cadre d'associations. Donc je sais que l'association, c'est quoi? C'est 60 000 € bon, je crois. Ils ont des, euh, Je sais ils pas. ont des coachs, tu vois, c'est des gens qui accompagnent des entrepreneurs qui ont liquidé, je crois, et qui se relancent ou un truc comme ça, je Ok. sais plus, mais c'est un gros truc, hein. Et je sais qu'ils proposent du coaching bah, voilà, solidaire dans ce cadre-là. Donc ouais, ça va de zéro du coup à beaucoup beaucoup d'argent. Mais je dirais qu'en moyenne, ouais, entre 100 150 peut-être. Tu vois, je sais pas Loïc si t'es d'accord avec moi, mais même si ça veut pas dire grand-chose, mais ouais, une moyenne d'une séance, 150 €, c'est plutôt juste comme prix. Et donc un process entre dans les 1 000 €, 1 500, voire 2 000, c'est ce qu'on retrouve le plus en général. Voilà. Ouais, merci les amis, c'est important le pricing aussi pour les coachs qui nous écoutent, c'est un vrai sujet. Et, euh, et je voulais avoir votre avis là-dessus. Messieurs, on a terminé l'épisode, j'espère que ça vous a autant plu qu'à moi. J'ai adoré, c'était vraiment cool. Là, vous êtes très très smart les gars, hein, putain, vous envoyez du lourd, hein. Allez, pour détendre l'atmosphère, dernière question. Tiens, c'est quoi votre film préféré, Loïc? C'est quoi ton film préféré? Ah, c'est une bonne question. Oh, je serais bien incapable. Ça dépend tellement du jour, du mood, Ah, de celui qui te dans vient, le premier qui te vient. premier qui me vient, je parlerai, je pense au Matrix. La réalité n'existe pas, tu vois. C'est le truc. Ah, il nous lance sur un autre sujet. Attends, on va parler de simulation ou quoi là? On fera un autre épisode alors. Matrix pour Loïc et toi Théophile? Ouais, j'ai eu un bébé il y a pas longtemps. J'avais beaucoup de cinéma avant. Là, j'y vais beaucoup moins depuis un an et je vois beaucoup moins de films parce que bébé, évidemment. Donc, c'est un peu compliqué de répondre pour moi. Par contre, dernière série que j'ai vue et que j'ai adoré, Shrinking. En plus, ça a un lien avec notre sujet du jour sur Shrinking. Apple TV+. Voilà, je fais la pub d'Apple, les amis. J'ai un petit lien d'affiliation que je vous mettrai en commentaire. C'est faux. Shrinking, c'est l'histoire d'un cabinet de psychologues en Californie, à Los Angeles. Et c'est un psy vit un trauma perso parce que sa femme est décédée dans un accident de voiture et qui pète un câble complètement et qui commence à donner beaucoup trop de conseils à ses clients. Donc c'est très très drôle, en même temps très profond. Voilà, ça fait rire, ça fait pleurer. C'est une magnifique série. Donc je vous recommande beaucoup Shrinking, surtout si vous êtes coach et accompagnant en général parce que ça pourra vous permettre de réfléchir à votre propre posture. Voilà. Donc j'ai fait série au lieu de film. Voilà, après Ouais, film c'est bien, non préféré, mais là j'aime. j'ai beaucoup aimé Oppenheimer, là, récemment, qui est sorti. C'est un Ah des oui, derniers bah films que j'ai vu au oui. ciné, que j'ai adoré. Voilà. Mais j'aime beaucoup les films contemplatifs en général. Voilà. Ah bah merci Shrinking pour la mention Mais alors. Shrinking, ouais, ouais. Grosse reco et gros coup de cœur pour cette très très belle série. Il y a la saison 2 qui est sortie il y a pas longtemps, donc vous avez 2 saisons à regarder sur Apple TV+. Franchement, faites-le si vous aimez les séries, allez voir Shrinking. C'est vraiment Quel bon une magnifique VRP. série. Voilà. Ah, tu vends bien la chose. Bah De écoute, rien, Tim Cook. ouais, non, c'est. On va vous vendre un Magimix maintenant. Merci monsieur. Moi je dirais juste, allez, mon film c'est Will Hunting parce que j'adore ce film, Will Hunting, j'aime C'est un beau beaucoup. film, c'est vrai. C'est vrai. J'aime beaucoup, ouais. Et puis voilà, bah merci pour cet épisode, les amis. J'espère que, amis auditeurs, ça vous a plu. On refera d'autres séries de Ça part en live avec d'autres experts, d'autres intervenants sur d'autres sujets, d'autres thématiques. Si vous avez des idées, n'hésitez pas à m'écrire pour les donner. Les amis, à bientôt. Passez une excellente journée et bravo pour ce que vous faites au quotidien et ce que vous êtes. Ça fait toujours plaisir de voir des coachs et professionnels de l'accompagnement comme vous. À bientôt, les amis. Merci. Ciao. Salut. Merci.